Coucou à vous tous et à vous toutes. On est sur la reprise, hein, la tradition, un peu pour toutes les émissions de nos lives Galère, du de galère. confinement. Voilà, c'est ça de galère, on peut le dire. Ouais, c'est ça. Et on va pas déroger à la règle, hein, et on va faire un petit live comme ça, improvisé, au calme, comme dirait l'autre. Au KLM. Voilà, on va pas faire plus d'introduction que ça. On a déjà dit nos noms. On va vous rappeler qu'on est sur Viens, on en parle, qui est trouvable sur SoundCloud, Deezer, Spotify et Apple Podcast. Et sinon, vous pouvez filer des sous, c'est juste à la droite d'Amir au Patreon. Maintenant, nous Et t'as pas dit avons YouTube. et vous pouvez effectivement le faire. Et vous savez aussi que nous sommes sur YouTube pour toutes les VOD, dont celle-ci. Voilà. Merci Olivier, Donc, histoire d'être exhaustif. triple argument d'autorité. Bah ouais, on a tout. Je Hein. fais, On a je tout. fais des... Non, bah non, il te manque les 3 arguments d'autorité. Je fais du dessin animé, il est psychothérapeute et tu es prof en game design. Voilà, c'est bon. On a tout, On peut c'est bon. commencer. La Sainte Trinité. Et ben, on va vous parler un petit peu de nos moments d'actu, nos moments de kiff en ces temps de confinement qui commencent à être saoulant, à être pesant. Mais on va pas se laisser abattre, on est plus fort que ça. Qui veut commencer, chers amis, vu qu'on est là, je pense, j'annonce non pas Tu veux un coup de pied commencer latéral. par un sujet, La grande nouvelle, celle qui fait rire Olivier, etc. laquelle? Ah, Olivier. Celle dont moi je voulais parler. J'ai la Xbox Series S. Waouh! Regardez ma tête de taquin, ma tête de je rigole parce qu'on se rappelle qu'à une émission qui a été diffusée il y a quoi, à peu près un mois, un petit peu moins d'un mois d'ailleurs. Par contre, Olivier, tu es en mode à la limite du stop motion, donc peut-être. Non, mais c'est fait exprès, c'est un look, c'est un style. C'est une. Regarde comme elle est petite. Waouh, il est beau le radiateur. Qui c'est qui disait il faut pas lâcher les gars. Console à leur sortie. C'était qui? Mais c'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai dit ça. Et comme je dis, ne faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Exactement. Alors, pourquoi ce craquage? Pourquoi ce craquage? J'avais déjà commencé à expliquer, mais comme je vis chez ma mère, que je fais un podcast sur le jeu vidéo, que j'adore le jeu vidéo, et que j'avais pas de console. Tu vis pas chez ta mère, t'es confiné chez ta mère. Parce que tu vis ta Ouais, en gros. Et là, t'es confiné chez ta mère. Et je me suis dit, j'avais envie de voir ce que donnerait cette console qui coûte le prix d'une console actuelle, hein, vraiment un prix très bas, qui est extrêmement... je trouve elle est très intéressante. En fait, franchement, non, mais ça, 195 francs. Exactement, je ne conseille pas d'acheter une console genre 1, mais comme j'avais beaucoup de curiosité vis-à-vis de ce produit qui, je pense, c'est la première fois qu'on voit ça, hein, une console qui a le cul un peu entre deux chaises dans une nouvelle génération, qui est, je sais pas, on n'en parle pas trop, alors qu'au final, c'est quand même bizarre qu'elle soit là. Elle aurait pas dû exister, cette console, en fait, tu vois. Et j'adore les consoles qui peuvent avoir un destin dramatique. Dramatique ou Disney? J'adore la Dreamcast. Alors, les consoles maudites. Alors, c'est la blanche sur votre écran, actuellement. Non, mais il y a qu'une couleur. Hein, voilà. Non, mais je parlais de l'illustration que j'ai rajoutée en plus de celle que tu montres. J'ai mis le comparatif de l'ancien, là, du distributeur de glaçons. Là, vous avez la version DJ de Lidl. Bah, du coup, la première chose que je dirais, c'est que je sais pas, je pense que le mot next-gen plus trop de sens. Hey, j'en ai un autre pour toi, Open World. Ah non, ça c'était avant, ça. Non, maintenant c'est Teraflop et c'est vrai. Comment ils appellent le fait que tu puisses afficher les trucs beaucoup plus loin, patati patata, je sais pas quoi là. Distance de de calcul. Ouais. Bref, moi j'aime. Alors, cette franchement, c'est au-delà de la console, hein, parce que comme vous avez pu rendre compte entre xCloud et tout, ça fait quand même pas mal de temps que je suis très Microsoft, je dirais, en ce moment. Et j'avais jamais touché à l'écosystème et je dois avouer que je joue à Assassin's Creed Valhalla. Je joue à... C'est le seul jeu next-gen que j'ai, on va dire, je crois. Ouais. Officiellement, ouais, parce que les autres, c'est soit optimisé. Donc optimisé, ça veut dire quoi? En gros, il y a les chargements
de bâtard. Et je dois avouer qu'en fait, c'est ça le seul truc pour l'instant qui change. C'est pas graphiquement, je trouve que ça pas c'est pas mieux qu'une Xbox One X, je trouve, j'ai l'impression. Franchement, l'Assassin's Creed, il est ok, mais il est pas ouf. D'ailleurs, tu nous as envoyé une news qui nous a bien fait bidonner de rire avec Olivier, comme quoi apparemment ça jouerait sur Call of Mais ça, Ah sur ouais, la PS5 avec la version PS4, c'est ça? Eh ben vas-y, dis-le. Mais je crois que c'est ça, hein, si j'ai bien compris, la Eh version ben en fait, il y a jouable en pas ligne. mal de joueurs. Il y a le dernier Call of Duty qui est sorti, Cold War, qui se déroule donc, pendant la guerre froide, comme son nom l'indique. format Pour ceux qui galette sont pas ou dans le en digital? Les deux. Les deux, ok. Les deux, mon colonel. Mais en fait, tu peux acheter la version Ultimate. En fait, tu peux acheter la version PS4, PS5, ok? Ok. Parce que là, ça va. Mais quand tu achètes la version Ultimate, il y a le côté qui est censé être une bonne chose, c'est-à-dire que tu as les deux versions incluses. Donc, tu n'as même plus besoin de te prendre la tête. Parce que je joue sur PS4 et je joue sur PS5. Mais le problème, c'est que quand tu es sur PS5 et que tu télécharges ce jeu, la version par défaut, c'est la PS4 qui se télécharge, et pas la PS5. Donc, il y a plein de mecs qui jouent à un jeu PS4 ou PS5 en pensant que c'est un jeu PS5. Est-ce que tu peux nous faire la version américaine du mec qui joue en croyant qu'il est sur la version PS5? Vraiment, ça c'est très américain. Et les graphiques sont vraiment amazing. Amazing, J'ai jamais voilà. vu ça. Je Les l'attendais. lighting de ouf. Vraiment, vraiment, regarde ça, le ray tracing, quoi, il y en a pas. Bon, c'est quand même pas mal. C'est vraiment pas mal. Monsieur, c'est la version PS4 à laquelle vous Allô jouez en fait. Allô, vous jouez à la version PS4? Non, mais c'est très symptomatique de ce qu'on disait en fait. Ouais, carrément. C'est-à-dire que si tu joues à ça et que tu te rends même pas compte, c'est pas la bonne. C'est moche. C'est que, voilà, je veux dire, tu pouvais pas te gourer entre la version Super Nintendo et PS1 d'un jeu. Tu savais tout de suite sur quelle console t'étais. Donc, ou même PS1, PS2, tu savais tout de suite. Il y a qu'à partir de la PS3 où ça a commencé à être comme ça, quoi. Où ça a commencé à devenir difficile. Et Moi, le problème que j'ai, c'est que, voilà, ça se voit pas tant que ça qu'ils sont next-gen pour l'instant, mais c'est volontaire, c'est parce que c'est des jeux cross-gen pour l'instant. Mais ça, c'est pas vraiment de la next-gen ce que tu as dans les mains. C'est dans le sens où, la question, techniquement. moi, je pense que Oui, vas-y. c'est pour la next-gen. À quel moment tu décides que le panier... Non, mais c'est là, sûr que maintenant, j'ai décidé là. c'est tout de suite. En fait, Non, mais The future, y arriver. the future is now, disait SNK. le problème de la Xbox, c'est qu'il n'y a pas un seul jeu qui est full next-gen, enfin, qui est que sur next-gen, parce que ça ne fait pas partie de leur stratégie. Ok? Ok. Donc, donc, effectivement, les jeux sont plus beaux sur Ouais. les séries, mais c'est pas Heureusement. flagrant. Moi, Assassin's Creed, je l'ai téléchargé du coup sur ma Xbox One normale pour voir. Je plisse un peu les yeux quand même. Voilà, mais par contre, je dois avouer qu'il y a des trucs, il y a des arguments en fait qui viennent plus tard Ah, ça y est. et ça change l'expérience quand même. C'est les chargements, ça change tout dans un jeu. Les chargements parce que Transition de ouf alors. Bah, quand tu passes d'un jeu à l'autre et que c'est presque instantané, quand tu n'attends jamais, quand tu meurs pour recommencer, j'avoue que quand j'ai relancé sur Xbox One, j'ai compris pourquoi c'était chiant. Et je te dirais même que, tu vois, comme tu m'avais invité à tester Devil May Cry, Tu te fais. j'y jouais un peu, mais je peux te dire je sais pas, je jouais 15 minutes. Ouais. En 15 minutes, j'ai vu pourquoi ça changeait tout de jouer à Devil May Cry sur Next Gen. Parce que, bon, déjà, c'est la nouvelle version, donc ils ont enlevé tous les défauts, donc tu peux choisir le bon niveau de difficulté dès le début, ce qui était vraiment le gros souci du jeu. Mais surtout, mec, les chargements dans un jeu où tu passes ton temps à crever et c'est instantané, et ben en fait, là, c'est plus douloureux d'attendre à chaque fois que tu meurs. Et pourtant, Amir, Donc, il est bon. Hein. Non, mais c'est pas que t'es bon. Dans ce jeu, t'es censé mourir. Oui, c'est un bon mais niveau. c'est pour dire par rapport à quelqu'un qui est pas bon. Bah, après, bon, c'est un débat sur la difficulté qu'on n'a jamais eu et qu'on n'aura jamais, mais qu'il faudra qu'on ait un jour. Mais tu dois trouver la bonne difficulté. C'est comme, tu vois. Et je pense que j'ai pas joué à Demon's Souls, mais je pense que ça change aussi le rapport que t'as au jeu. Quand tu meurs, tu reviens tout de suite. Ça change tout. Yes. Et donc ça, j'avoue que ça. Après, la manette, c'est la même.
elle a un meilleur, elle a juste un grip qui est différent et une croix qui a un design assez improbable mais je crois que je l'aime bien parce que ça ressemble un peu à une croix de Sega Saturn. Donc Mais c'est qu'un seul bloc, tu vois. t'es un petit peu moins enthousiaste. Moi, je me souviens avec Olivier sur une petite discussion qu'on a eue où tu nous disais ouais, les gars, la manette elle déchire. Je sais pas, je te sens un peu moins. T'es Non, la revenu un manette peu c'est sur la même. ton. C'est la même. T'es C'est un peu juste revenu sur ton idée, non? Ouais, je peux pas. Non, la manette est super bien, mais le problème c'est que c'est la même. Tu vois, tu peux pas différencier à part la croix. C'est la même manette, quoi. Ouais. Tu vois. Donc clairement là-dessus, Sony, ils ont quand même fait beaucoup mieux, quoi. Ils ont fait beaucoup plus d'efforts. Moi, je t'avoue qu'il y a des trucs. J'ai pas la PS5, mais quand j'entends ton meilleur pote Julien Chiez en parler, et que avec Salut. tu sais, les vibrations hyper détaillées de ouf là, je sais pas quoi, et les gâchettes qui Oui, sont. comme ils avaient annoncé Voilà. soi-disant sur la Switch, Mais ça ne allait être serait-ce vraiment que- super ne localisé. serait-ce que dans un jeu lambda, bah, genre on parlait de Call of Duty, il faut imaginer que par exemple quand tu tires dans le jeu, tu sais, tu sens vraiment comme si tu avais l'arme dans la main avec l'intérieur, le recul, etc. ou la gâchette, tu vois. Donc ce genre de sensation, je pense vraiment que ça peut amener quelque chose au jeu. Et c'est là-dessus, Microsoft n'ont pas bossé là-dessus du tout, quoi. Moi, j'en ai marre des morts et des tueries dans le jeu. Je vous l'ai déjà Ouais, non, mais dit. toi, Je c'est dans sature. une autre croisade, mon ami. Voilà, Je donc ce que je sature. peux te dire, c'est que sur un jeu type Assassin's Creed, il y a un intérêt à ce qu'il n'y ait pas de chargement. Parce que c'est des jeux avec des mondes ouverts, c'est insupportable, les chargements. Ça peut vite te saouler. Mais techniquement, oui, je trouve qu'on a le cul un peu entre deux chaises, tu vois. Oui, mais il faut quand même rappeler que tu as la version série S, qui est une version, d'un point de vue hardware, nettement moins puissant que la série X ou la PS5. Alors nettement, je pense pas que Enfin, ce soit le... sur le papier, en tout cas. Je Ouais. parle du hardware. Je sais pas ce que ça donne en vrai, parce que j'ai pas pu essayer. Mais il faut quand même rappeler ça. C'est que c'est pour ça que je disais aussi, c'est pas vraiment la next-gen, dans le sens où c'est un produit assez atypique, je trouve. Je sais pas vraiment qu'est-ce qui tente Normalement, avec ce type de produit. non, moi, pourquoi je t'avais dit que je l'aimais bien, c'est parce que elle est vendue comme étant genre la même chose que la série X, sauf que la résolution est moindre. C'était ça l'argument. C'est pas elle est moins puissante, c'est juste c'est la même puissance mais avec une résolution plus basse. Donc moi, cet argument, si c'est vraiment le cas, ça m'intéresse parce que la 4K, je trouve que c'est pas du tout démocratisé, ça sert à rien actuellement de débourser. Tu sais, c'est comme quand tu achètes un téléphone, il faut qu'il ait la 5G, il faut qu'il ait truc, mais il n'y a pas la 5G, il n'y a pas la 4K, il n'y a pas tout ça. Ça vaut pas le coup pour moi d'acheter une Xbox Series X actuellement pour la plupart des gens, vu le prix qu'elle coûte. Sauf si tu veux avoir tes jeux en physique. Parce que Ta là, ta ça, toi, Oui, effectivement. Et c'est du 5, c'est combien c'est même pas, c'est même pas un Tera, c'est la moitié, 500 et quelques le disque dur. 500 Go. Ouais, et là, par contre, ouais, effectivement, là, ça va coûter très cher si tu veux doubler ton espace. Enfin, si tu veux racheter, parce qu'en fait, tu as un port derrière pour rajouter un disque dur SSD. Parce que tu es obligé d'avoir. En fait, tu peux soit connecter un disque dur normal, mais tu peux pas jouer au jeu Series X dessus. Tu peux installer tous les jeux Xbox One que tu veux, parce qu'ils fonctionnent sur disque dur. Mais si tu veux jouer au jeu actuel, ou si tu veux, on va dire, profiter du côté SSD, c'est-à-dire que il y a des chargements hyper rapides, tu es obligé de payer une clé, mais qui coûte genre 250 €. C'est du propriétaire? Ouais. Ah ouais. Enfin, oui. Eh, gna gna gna, gna 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 Apple, gna 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 propriétaire. Ah non, mais clairement là-dessus c'est nul. Mais je te dis, moi, ce produit, pour moi, c'est fait pour un usage. C'est principalement le Game Pass. Caler un meuble. Donc, j'allais dire la branlette. Mais... non, mais je te le dis, c'est un usage, c'est avec l'abonnement. Tu télécharges des jeux, tu les enlèves, tu les télécharges. Et puis, il faut te dire un truc aussi, c'est comme tes jeux sont pas en physique, on y a un step qui est passé, c'est que maintenant on a la fibre. Donc j'avoue, tu sais combien de temps j'ai téléchargé Devil May Cry? J'ai téléchargé en 20 minutes, je sais pas quoi. Enfin, c'est plus comme avant. Maintenant, ça mettait autant de temps pour installer un jeu depuis le CD que maintenant pour le télécharger. Tu vois. Donc, tu t'en fous un peu d'enlever un jeu, jouer un jeu, puis tu vois. T'as plus trop ce délire, ce rapport-là. Donc,
c'est vraiment une console pour le démat, c'est-à-dire le cauchemar d'Olivier, en fait. C'est ça. J'allais te dire, arrête de trop le dire, parce qu'il va être mal. Je le sens en train de rougir ou de blêmir, c'est selon. En fait, je suis pas en train de dire que c'est un bon plan, hein, mais je dis par contre, là, actuellement, je trouve que c'est le meilleur bon plan des Xbox. Si tu veux jouer à la Xbox, actuellement. Et le truc, c'est que, par exemple, Assassin's Creed ou n'importe quoi, il est pas plus beau sur Series X. Si tu compares visuellement, il a la même gueule. C'est juste qu'il a une résolution plus basse. Qui, pour moi, ne sert à rien. C'est comme quand tu sais qu'aujourd'hui, on arrive à un stade dans les résolutions de téléphone où en fait, pour l'œil humain, ce n'est plus visible. C'est les pixels. Et du coup, les fabricants ils reviennent carrément en arrière pour dire on va baisser les pixels pour que la batterie dure plus longtemps, en fait, parce que les gens, ils en ont rien à foutre qu'il y ait de la 4K sur un petit téléphone comme ça. Ah, bravo! Donc, moi, je pense que le Full HD, c'est déjà bien. On est heureux en Full HD. Moi, je joue sur Switch. C'est une jolie accroche. Mais on va rigoler quand tu vois, t'as tout dit, tu vois, quand tu branches la Switch, elle est quoi? Elle est en 1080p max, même pas. Même pas, c'est les jeux tournent en 720p. Ouais, 720, mais c'est suffisant 720 quand c'est propre. Voilà, c'est ça. On va rigoler quand on arrive au Reco, parce que Marocco, c'est l'antithèse de tout ce que vient de dire Amir, là, quand même. Bah écoute, c'est parfait. Hein. Non, mais voilà, tu t'es auto-transitionné, Olivier. Donc, Amir, tu es un homme heureux. Tu as ta console. Ça charge vite. T'as un Devil May Cry 5. Bientôt un retour sur un stream de ton expérience de jeu. Et voilà, je crois que c'est pas mal. Oui, c'est pas un conseil. De toute façon, c'est la seule qui est disponible actuellement, tu sais, avec les ruptures. Voilà, c'est ça. C'est la seule qu'il y a sur le site que déteste le plus Olivier au monde aussi. C'est marrant parce que la console qu'Olivier n'aime pas est sur le site que... C'est quoi le site qu'il n'aime pas? Amazon. Ah, bah oui. Oui, là-dessus, je le rejoins. Olivier, toi, tu t'auto-annonces, t'es comme ça, t'es en roue libre. Tu vas nous non, je parlais on n'en est pas encore au Reco. Je disais que Marocco de tout à l'heure est l'antithèse de tout ce que venait de... Ouais. Mais non, après, je peux pas parler de... Écoute, je te fais une transition. C'était quoi le truc? C'était la petite news. En gros, comme j'ai joué à Assassin's Creed, ils se sont pris une petite blague de très mauvais goût avec une fausse prise d'otage et plein d'employés qui ont eu très peur et qui sont allés se cacher sur le toit avec un hélicoptère. Enfin, j'ai un pote qui vit à Montréal et genre il l'a vu l'hélicoptère. C'est pour te dire à quel point c'est bordel. Putain, l'angoisse. Donc je sais pas. Ok, Assassin's Creed il est tout buggé et l'autre aussi là, comment il s'appelle, celui avec les hackers là. Mais est-ce que ça donne le droit d'aller faire ce genre de blague à un studio Réponse non. Pour le traumatisme, non. Pour la thune que ça coûte de faire venir un hélicoptère, encore moins. Enfin, c'est non, en fait, non. C'est-à-dire que non. Non, mais tu sais, c'est pas parce qu'on n'adhère pas à un truc qu'on doit le... Enfin, moi, il faut qu'il y ait des punitions. Il y en avait une grosse punition pour le mec qui avait appelé un streamer et qui lui avait envoyé le swap chez lui. Hein. Ouais. Genre, il est allé en prison, je sais pas combien d'années, genre 5 ans, un truc vraiment qui rigole pas. Ouais. Donc, en même temps, là, faut des principes de réalité par moment. Voilà. Exactement. Le problème, c'est que quand c'est un gosse de 13 ans, c'est pas évident de choisir la bonne punition. On est d'accord, mais quand il est plus âgé, comme disait Mehdi, le principe de réalité, c'est quelque chose d'important. C'est violent dit comme ça de manière détachée, mais il y a aussi une réalité qui fait que ça crée un précédent. En plus du principe de réalité, c'est pas simplement juste pour le jeune, c'est que ça dissuade aussi les autres. Tu vois, après, t'as un effet d'escalier, les parents seront plus au taquet, les jeunes eux-mêmes seront « Waouh, chaud, il s'est pris 50-11 », enfin voilà quoi. Le sujet indirect, pour moi, ça c'est toute la rage qu'il y a sur les internets, hein, c'est ça dont on parle. Et qu'est-ce qu'on fait de tous les gars qu'il y a sur le forum jeuxvideo.com quoi. Oh là là, toi t'as décidé de prendre des gros chantiers. Pour moi le lien il est direct, tu vois, c'est le même genre de personnes, c'est les Reddit rageux.
Alors, il y a une différence quand même notable, c'est qu'il y a une espèce de laisser-faire qui est liée. Alors, je vais faire vraiment de la politique pour expédier le truc de comptoir. On sait que ça rapporte du pognon en fait. Cette logique-là, c'est un trafic et on sait que c'est un truc Ah oui, oui, oui. d'initié, qu'on laisse faire le 12-25 depuis des années. C'est acquis quoi. Tout le monde est là. Ok, bah on laisse faire, c'est là. Donc on Non, a mais décidé comme ça, jeuxvideo.com comme ennemi à partir de maintenant, c'est ça? On les avait pas encore comme ennemis. je vais te poser une question au thérapeute et Mehdi qui étudie aussi un peu ça. Bonjour. En gros, comme avant Internet, on n'avait pas vu cette facette de l'être humain à ce point-là, c'est-à-dire la capacité à exacerber sa haine tout le temps. Est-ce que vous pensez que est-ce que, au nom de la liberté, est-ce qu'il y a un moment, il n'y a pas des limites et on devrait pouvoir retrouver ces gens-là ou leur mettre des limites, tu vois, pour qu'ils soient punis, toute la rappeler sur Twitter, etc. Quand on parle de principe de réalité, c'est pas forcément une sanction immédiatement forte, mais c'est une question d'éducation quelque part. À un moment donné, d'éduquer quelqu'un, de lui faire prendre conscience que ses actes ont des conséquences s'il n'en a pas conscience par lui-même. Bien souvent, en fait, c'est ce qui se passe aussi, c'est qu'en fait, on mesure pas les conséquences de nos actes et qu'on se permet de faire. C'est ce qui se passe dans les cours de récréation et pourquoi, notamment au collège, les enfants sont si cruels les uns avec les autres. Internet, c'est qu'il n'y a jamais de conséquences, ou très rarement. Mais tu sais, mais moi qui suis bien placé pour ça, parce que j'interviens des fois dans des écoles pour des questions liées au harcèlement, je sais aussi que même à ce niveau-là, on mesure pas toujours les conséquences de ce genre de choses et on dit bon, ça va, faut que jeunesse se passe. C'est plus complexe que ça. Et l'idée, c'est pas forcément de sanctionner toujours, mais si je reprends l'analogie du harcèlement, c'est des fois peut-être se faire rencontrer aussi bien le harceleur ou les harceleurs que le harcelé et les faire échanger ensemble. Oui, quand c'est possible. Quand c'est possible, bien évidemment. Après, ouais. Moi, je serais plutôt parti. Déjà, je vais citer du Ken le survivant. Yetuyo eut confiance en la justice de mon pays. Alors, je blague pour commencer, mais en réalité, moi, je pars d'un principe au-delà des gens en mode au bûcher pour confronter les gens et compagnie. Je sais pas si c'est la solution. On est vraiment sur un terrain, comme dit Olivier, d'éducation dans un premier temps. Et tous les gens qui s'enflamment, que ce soit sur ce sujet-là ou plein d'autres qui sont très clivants, on va dire, le problème est toujours le même. Il faut continuer d'éduquer, il faut continuer effectivement de sensibiliser les gens et que ça ensuite, progressivement, moi c'est l'espoir que je garde, même si c'est pas très réjouissant par les temps qui courent, donc, ça finira par avoir un impact au niveau de la justice et donc d'avoir des punitions qui sont en adéquation, on va dire, avec ce qui est fait. Excuse-moi, Amir. C'est moi qui t'ai coupé. Non, mais comme je suis journaliste un peu... Bah oui, t'as raison. En un mot, en gros, la question, si je devais la résumer, c'est est-ce que vous seriez prêt à perdre un peu de votre liberté et votre anonymat sur Internet pour que il y ait un peu moins de laisser-aller à ce niveau-là? Qu'est-ce que tu appelles... Je suis jamais anonyme sur Internet. Oui, c'est ça. Moi. Oui. Est-ce qu'en gros, tu serais prêt à accepter le fait que si tu te connectes ou on sache qui tu es, qu'on puisse te retrouver pour que les autres, ça soit valable pour eux aussi. Il y a deux différences là dans ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a l'utilisation de pseudo, et là je rejoins Olivier, j'ai toujours été... moi, j'ai jamais eu d'usage passé mes 15-20 ans de pseudo, à part quand on était en mode forum et compagnie, et c'est un truc qui m'a toujours... à titre perso, il n'y a pas de jugement de valeur, mais saoulé. C'est pas dans un fantasme de transparence absolue. Mais ce que tu dis, c'est un autre trip, c'est-à-dire c'est le fantasme de transparence absolue. Et ça, je suis absolument pas d'accord. C'est le début effectivement de toutes les dérives, comme quoi toute expression en ligne serait dans une espèce de log et de trucs... enfin, c'est déjà le cas, d'ailleurs, dans l'adhésion qu'on a plus ou moins en fonction des espaces de connexion. Il y a des rétentions d'informations qui sont faites. Pas forcément à échelle gouvernementale, quoique quand tu vois la proximité entre les GAFA et... Oui, mais le gouvernement, tu vois, la rage, ils s'en font un peu, quoi. En fait, c'est très complexe, cette question. Il faudrait en parler pendant des heures, mais souvent, on fait un comparatif extrêmement maladroit. On va te dire, oui, mais dans la rue, quand tu vas parler à quelqu'un, c'est à visage découvert, enfin, sauf en ce moment, sans mauvaise blague, c'est à visage découvert, et du coup... Mais il y a une différence entre s'exprimer à visage découvert et savoir qu'à tout moment, tu vas être filmé, enregistré, et qu'à tout moment de ton existence, on peut te ressortir
le Un fil log, ou l'enregistrement ouais, voilà, c'est de ça. ce que tu as dit. Voilà. C'est ça, moi, qui peut être dérangeant. On le voit d'ailleurs, les dérives de ça, quand tu vas voir des personnes qui vont se faire épingler parce qu'il y a 5, 10 ans en arrière, ils ont dit une grosse connerie sur Internet. Comme on a pu tous faire un moment antisémite, là. Hein, on les connaît. Non, je faisais pas référence à ça. Je faisais référence à comment il s'appelle, celui qui avait chanté pour l'Eurovision pour les Français il y a pas longtemps, un jeune homme Sébastien Tellier qu'on critiquait parce que il était pas assez Bilal Hassani. Merci. Et on avait ressorti une vieille vidéo de lui où il faisait le con avec des potes, je sais plus ce qu'il faisait d'ailleurs, enfin bref, c'était pas bien méchant ce qu'il faisait, c'était peut-être, oui, un peu puéril, mais comme ça peut nous arriver à tous, surtout à cet âge-là, parce que là, en plus, la vidéo datait, et on lui ressortait en disant, oui, ben voilà, t'as fait ça à telle époque. Tu vois, c'est ça la différence. C'est-à-dire que là, en fait, quand on commence à nous dire, oui, ne plus être anonyme, moi, perso, sur YouTube, c'est mon nom et mon prénom. Sur Facebook, c'est mon nom et mon prénom. En règle générale, j'aime bien justement m'exprimer en assumant mon identité. Peut-être à tort, j'en sais rien. T'es un peu macroniste, quoi, genre, qui viennent me chercher. Ouais, c'est ça. Mais au-delà de ça, ça m'emmerderait de savoir que tout ce que je dis, tout ce que va être repris, voire même sorti de son contexte. Parce que c'est aussi ça, hein, le risque. Hein, c'est qu'à un moment donné, tu prends un texte, tu prends 3 lignes, tu dis il a dit ça. Ouais, non, attendez, dégagez. Bref, donc c'est complexe cette question. Mais je pense que on puisse avoir, ce qui est déjà plus ou moins le cas, une trace de. En fait, celui qui sait et qui veut être anonyme sur Internet, quoi qu'il arrive, tu pourras pas l'empêcher d'être anonyme. Il y a des mecs qui sont. Ouais, mais est-ce que tu serais pour qu'il y ait les lieux, on va dire, principaux, type Twitter ou Facebook, qui ait un minimum de. On va dire qu'on sache à peu près qui parle et qui. C'est déjà plus ou moins le cas, il me semble. Enfin, je veux dire, ça doit être. Je m'y connais pas assez, mais je pense pas que ce soit si compliqué que ça de remonter à la source. Si on est face à un acte grave, quelqu'un qui va commencer à dire oui, je suis en train de préparer un attentat, je suis pas sûr qu'on puisse pas se donner les moyens de savoir où est-ce qu'il est, par exemple. Oui, mais le problème, c'est que ça dépend de l'échelle d'importance du truc. Effectivement, si quelqu'un dit je vais fomenter un attentat, là, tu as des services qui sont là pour ça et qui ont les pouvoirs de faire ça. Mais si tu commences à juste menacer de mort ton voisin ou quoi, c'est là où, en général, il y a une faille et qu'on ne peut pas remonter ou que, tu vois, personne va chercher. Puis en plus, il n'y a plus Julien Courbet, donc... Si, voilà, il y a ça. J'ai vu sur un zapping qu'il avait repris une émission de télé. Ouais, mais c'est plus la guerre des voisins, donc la France a peur, monsieur, maintenant que Julien Courbet est plus là. Mais en tout cas, moi, je vais juste faire une remarque avant d'enchaîner, de rester dans les joyeusetés gouvernementales et autres complotismes. L'exemple de Bilal Hassani, moi, je le trouve intéressant par les temps qui courent, parce que la dernière shitstorm de ce genre entre Sorte et DOS, comme disait Amir, c'était comment s'appelait-elle cette chanteuse, comment on dit, chanteuse de télécrochet, qui avait été à Recherche Nouvelle Star ou Starac, qui était ouvertement musulmane et à qui on avait sorti effectivement des conneries. Oui, Camilla Jordana. Pardon ? Camilla Jordana. Non, beaucoup plus récent que Camilla Jordana, oui. Mais c'est pas grave, si on trouve pas le nom, vous avez l'idée, je pense que les gens dans le live ou dans la VOD l'auront et qui préciseront au besoin. Mais ouais, donc c'est toujours quand même très très polarisé, sans être dans d'espèce de psychose notoire. Bilal Hassani, bon, c'est l'optique mec qui dérange parce que on lui ressort de paquet de merde parce que le gars gêne de par ce qu'il représente. L'autre, dans un autre registre, effectivement, gêne de par certains rapports à un côté radical. Enfin, c'est ce qu'on appelle évidemment les trucs qui viennent divertir et distraire l'opinion publique, tandis qu'on fait passer des grosses saloperies à côté. Mais voilà, c'est quand même bien métronomique, c'est pas nouveau tout ça qu'on se retrouve avec ce genre de shitstorm là. Et bah peut-être Olivier, sans transition mais avec une quand même, on avait parlé d'un certain documentaire, ou est-ce que tu voulais lâcher l'affaire aussi? Ouais, non, parce que je veux il me semble que le documentaire dont je veux parler, donc je pense que ceux qui n'ont pas encore compris
Hold Up est sorti le 9 novembre. Et c'est marrant parce que le 8 novembre, j'avais publié un billet sur ma page Facebook parce que je voyais de plus en plus tout un tas de fausses informations, pas compliquées à vérifier en plus. Hein. Je prends notamment une qui est reprise d'ailleurs dans le documentaire Hold Up, comme quoi il n'y aurait eu que 97 morts de la grippe. Et c'était très, très mesquin parce que la personne qui avait préparé ce copie-écran, c'était un tweet en copie-écran et qui disait « Voici le lien », mais comme c'était une copie-écran, on ne pouvait pas cliquer sur le lien, donc c'était un lien officiel. Et quand on fait les recherches sur le site de ce lien, on ne trouve pas du tout le nombre de 97, mais le nombre de 3700 morts de la grippe cette année, sachant que la saison n'est pas terminée, qu'il y a des mesures de distanciation physique, qu'il y a des ports du masque. Donc peut-être aussi qu'une partie des gens qui sont mortes du Covid, de la première vague, seraient peut-être mortes en partie, parce qu'en général, en moyenne, c'est entre 10 et 13 000 morts par an. En plus, c'était vraiment très vicieux parce qu'il disait sur son tweet, c'était telle année 20 000, même ces chiffres-là étaient faux, telle année 22 000, et comme par hasard, cette année 97 est soi-disant source officielle. Donc bref, et ça, réflexe, moi je vais chercher, je tombe sur la vraie information qui est pas du tout là-bas, ça me prend 5 minutes. Et ça, c'est un parmi, c'était la goutte d'eau, mais il y en a plein des trucs comme ça. Ouais, mais ça, c'est parce que t'as un toit au-dessus de sa tête, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Vous connaissez les bails. Et je vais me permettre de lire le court billet que j'avais fait parce que je pense que c'est mieux synthétisé que si je mettais 10 minutes à l'expliquer. Bon, fais une copie d'écran. Je disais, je ne compte plus le nombre de publications que je vois pulluler ces derniers temps et qui visent à minimiser la situation sanitaire actuelle ou voire carrément à la nier. Personnellement, je trouve les procédés qui visent à diffuser de fausses informations sans prendre le temps de les vérifier au préalable, voire à délibérément maquiller grossièrement des chiffres ou des images afin de manipuler une population déjà démunie et désorientée, particulièrement malsain, d'autant que cela revient à devenir ce que l'on combat et ne fait que de rajouter de l'huile sur le feu d'une situation déjà explosive. Attention, je ne nie pas que le gouvernement français ne nous manipule à bien des égards, comme tout gouvernement du monde entier, mais de l'allégorie de la caverne de Platon en passant par le prince de Machiavel, nous savons que cette tendance n'est pas nouvelle. Il ne faut pas négliger que ce genre de fausses informations fait plus de mal que de bien. Il y a bel et bien un virus plus dangereux pour une partie de la population que ne l'est en temps normal la grippe saisonnière. Certes, la grande majeure partie du reste de la population n'a pas grand-chose à craindre, si ce n'est le risque d'être alité, comme il a déjà été le cas avec la grippe de Hong Kong vers la fin des années 60. Cependant, les hôpitaux engorgés, comme cela va être à nouveau le cas, cela veut aussi dire des personnes qui pourraient être sauvées d'un arrêt cardiaque, d'un AVC ou à la suite d'un accident de la route en temps normal, ne vont pas être pris en charge suffisamment tôt. Et c'est sans parler du personnel hospitalier qui souffre physiquement et psychiquement de cette situation. Et pour la seconde fois, bien, je l'avais pas mis, mais j'ai appris après ça en faisant quelques recherches. Il y avait eu, je crois, près de 300 greffons lors du premier confinement qui avaient été foutus à la poubelle parce que, du coup, ils n'ont pas pu faire les interventions chirurgicales. Et on sait à quel point c'est compliqué pour quelqu'un qui est en attente de greffe d'avoir quelque chose de compatible. Donc c'est vraiment un beau gâchis quand même. Oh, merde. C'est vrai que les mesures qui ont été prises ces dernières années par les divers gouvernements successifs en matière de santé publique n'y sont pas pour rien. Mais la situation est telle qu'elle est, et il est alors du devoir de chacun de faire preuve de discernement, et j'insiste beaucoup sur ce mot, afin de faire au mieux. Le temps de demander des comptes viendra après, et j'espère que les personnes qui ont eu à souffrir d'une quelconque manière de ce défaut de moyens s'en rappelleront, et que chacun assumera les responsabilités qui sont les siennes, afin d'œuvrer à un monde plus constructif. À titre indicatif, au Japon, il n'a pas été question de confinement au sens strict à la première vague, juste d'inviter la population à respecter les mesures de distanciation physique, à éviter les regroupements trop nombreux et à porter des masques. Ils étaient libres de prendre leurs responsabilités. Résultat, ils ont eu peu de cas et de morts pour une population très dense et vieillissante. Le problème est qu'en France, beaucoup sont égoïstes et ne pensent qu'à eux. Résultat, nous sommes au point où l'on peut mourir d'un problème cardiaque ou d'un AVC ou d'autres choses, car nous mettons en doute les conséquences de la trop rapide propagation de ce virus et de la trop grande contamination des personnes à risque. Et par conséquent, les hôpitaux sont débordés et ne peuvent pas prendre en charge suffisamment vite
des personnes qui, en temps normal, pourraient être sauvées. Il en va de la responsabilité de chacun. Donc, en gros, j'avais écrit ça la veille, sans savoir que Hold Up allait sortir, bien évidemment. Et là, Hold Up sort, et là, je reçois des messages en privé. Il faut que tu regardes ça, c'est hyper intéressant. Et là, je regarde 2h40 le bordel. Hein. Oui, un documentaire de 2h40. J'ai pas le courage, hein, vu les retours que j'ai eus, je l'aurais pas, je pense. J'ai pris ce temps-là parce que je voulais aussi comprendre le phénomène qui suscitait autant de gens à y croire. Et bien évidemment, encore une fois, c'est bien foutu. C'est un mélange de fausses, de vraies informations, de faits en fait, qui posent question. D'ailleurs, à ce titre, j'avais partagé sur Facebook une intervention de Natacha Polony. Comment Polony. Merci. Qui disait que oui, il y a tout un tas de questions qui sont légitimes. Et c'est aussi pour ça que ce genre de documentaire fonctionne, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont floues, il y a beaucoup de choses qui sont pas bien expliquées, voire même qui sont contradictoires. Je reviendrai pas sur les contradictions du gouvernement quant au port du masque, non port du masque, enfin bref. Et que effectivement, il y a baleine sous caillou, il y a des trucs qu'on nous cache. À tort ou à raison, encore une fois, la question elle est là, parce qu'il y a des fois, pour éviter des fois des mouvements de foule, on sait très bien qu'il vaut mieux cacher la vérité. Est-ce que c'est toujours bon ou pas? Ça, j'ai pas la réponse. De toute façon, j'ai pas le pourquoi du comment. Certaines choses sont pas dites clairement ou voire éventuellement sont cachées. Alors, mais le problème, c'est que Non, j'allais simplement t'interrompre pour commencer à voir, pas pour te couper dans ta logique, mais te demander de faire une petite reconnexion, parce que je sens que ça commence un petit peu à vriller. Comme ça, tu nous rejoins tout de suite directement après. On meublera sur le live en t'attendant. Donc je vais donner dans la continuité d'Olivier, au-delà de l'intervention de Natacha Polony, un autre lien d'un vidéaste qui a fait effectivement on va dire une lecture critique de la vidéo, que je vais essayer de vous retrouver, qui est assez je trouve qu'il synthétise plutôt bien ce qu'a l'air de représenter ce documentaire-là. Bon, le temps qu'Olivier, je pense, nous rejoigne dans un tout petit instant. Je suis là. Oui, ça y est, c'est bon, tu es de retour et c'est beaucoup plus clair. Donc je disais simplement que j'avais une lecture, enfin, d'un vidéaste qui avait parlé de la vidéo. Qui est-ce? Et que je vais essayer de retrouver, donc je te laisse continuer. Ok, parce que j'en ai quelques-uns, moi, des vidéastes. Même quelqu'un de droite, pourtant, mais je sais pas pourquoi d'ailleurs ils se sont obligés de dire qu'il est de droite au début, mais qui est un biologiste, si je dis pas de bêtises, un chercheur en biologie, qui débunk la vidéo. Donc je donnerai les noms de ces vidéos. Alors le vidéaste en question, c'est, excusez-moi un tout instant, c'est Partager c'est sympa, c'est le nom de sa chaîne. Ah bah j'allais parler de lui. Bah ouais. Il en a fait 2 sur le sujet. D'accord. J'ai trop parlé trop vite pendant trop longtemps, du coup j'ai la gorge sèche. C'est promis, oulala Dim, c'est pas le Covid. Toujours est-il que j'allais parler de lui puisqu'il en a fait 2, et ou la deuxième où justement il dit ce que j'allais dire, c'est-à-dire que oui, il y a des faits qui sont énumérés, qui posent question, qui sont problématiques. D'autant qu'en plus Partager c'est sympa, on peut pas lui reprocher d'être pro-gouvernement, hein, je pense que pro-mondialisation non plus. C'est plutôt quelqu'un qui justement milite contre certains excès, certaines, même et carrément, peut-être que s'il m'entendait dire ça, il dirait qu'il n'est pas d'accord, mais moi je le qualifierais anticapitaliste, quoi. Il est plutôt pour la décroissance. Oui, je pense que en tout cas, ça, quand tu vois ces interventions vidéo, il y a beaucoup de trucs sur la pénurie alimentaire, suicide climatique, en route vers une faillite bancaire. Il y a une vidéo sur Guillaume Meurice. Bon, ça veut pas tout dire, mais en tout cas, c'est un indicateur. Enfin bref, voilà. Et donc, on peut pas le qualifier de pro-gouvernement, hein. Et il explique ça justement mieux dans la deuxième vidéo, où il explique que oui, il y a des faits, oui, il y a des choses qui sont discutables, mais ce qui est problématique avec le documentaire en question, c'est le fait que ça mélange des faits avec des interprétations, avec carrément des choses fausses, qu'il n'est pas... Moi, ce qui m'a aidé à prendre du recul, c'est que beaucoup des choses qui sont fausses dans ce documentaire, j'avais déjà été amené à faire pour moi-même des recherches, parce que c'était des trucs qui avaient été partagés avant sur les réseaux. Et donc j'avais déjà fait les recherches, donc du coup je savais là, bah tiens, là ils se foutent de moi. Ou alors tu sais, des trucs où
le documentaire clairement se contredit. Tu vois, il va te dire oui, enfin, il se contredit ou alors des fois il fait preuve de mauvaise foi. Il va te dire oui, le port du masque. Il va te dire oui, le port du masque. Regardez, il y a des gens qui ont eu des problèmes cutanés. C'est un peu, c'est un peu la formule. C'est pour ça que j'ai trouvé que sa vidéo était assez mesurée. Alors après, libre à vous, on pourrait me le reprocher, mais moi je me suis beaucoup reposé sur la bonne foi d'une personne avec qui j'avais déjà échangé pour rester vague, et qui est quelqu'un de au-delà de son érudition, dont la sensibilité me parle, et dans effectivement les différents échanges et commentaires, il y avait cette vidéo, et dans ce que tu dis, c'est très problématique, parce que je pense que c'est là où tu veux en venir. C'est vraiment le genre de format c'est ce qu'il y a de pire en termes de format. C'est même plus du pur complotisme, c'est un truc qui vraiment, je sais pas s'il y a un truc au-dessus de l'huile sur le feu, mais là c'est le baril de kérosène, quoi, parce que il parle notamment des arguments 3 petits points, c'est-à-dire dans sa première vidéo, il dit voilà, bah, on prend ton exemple, ça donne des éruptions cutanées, 3 petits points, mais il n'y a rien derrière. Est-ce qu'on parle d'une vraie gravité? Est-ce que tu parles d'éruption cutanée grave? Est-ce que tu parles de réelle dangerosité? Est-ce que tu parles de proposition? C'est-à-dire, c'est la dimension du tiède absolu. Il y a le zéro absolu en physique, et là, il y a ça. C'est même encore plus pernicieux. Plus pernicieux que ça, parce que il parle oui. En fait, c'est là où je me dis, mince, c'est fou, parce que quelles étaient les intentions des personnes qui ont fait ça? Ils te parlent des masques, ils te disent que le problème, c'est qu'il peut y avoir des problèmes cutanés, et en même temps, ils vont te dire, ce qui est à la fois honnête et en même temps complètement stupide, parce que du coup, si tu réfléchis du coup, tu te dis, ah ben voilà, en fait, elle est là la réponse. Ils te disent, voilà, le problème, c'est les plus jeunes qui vont garder des fois plusieurs jours, bah oui, mais dans ces cas-là, comme le dit un mec qui a débunké la vidéo, la chaîne du mec s'appelle La Science te parle, LSP en majuscule, et donc là c'est hold up, débunkage et analyse par un scientifique. Et donc il dit à un moment donné, il dit ouais, mais dans ces cas-là on arrête les slips, les gars, parce que si tu gardes ton slip sale pendant plusieurs jours, tu vas avoir des problèmes cutanés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, ils te disent oui, ça pose des problèmes. Il n'y a pas tant de problèmes que ça. Il y a peut-être des gens alors qui sont allergiques à certains types de masques, ça ne fait aucun doute. Mais pour ceux qui vont garder un même masque en tissu pendant des jours et qui après vont avoir des problèmes, ben ouais, mais c'est en fait parce que, encore une fois, là, il y a peut-être un problème d'éducation d'un point de vue sanitaire, quoi. C'est pas un problème de port du masque. Alors, encore une fois, hein, je suis pas, moi je suis le premier à dire que clairement le port du masque en plein air quand t'es pas à proximité de quelqu'un, c'est stupide. Maintenant, le fait est que si tu commences à dire tu portes pas le masque tout le temps, ben les gens ils vont se dire oui, ben en fait c'est toujours pareil. Si tu dis tu portes le masque tout le temps, il y en a qui vont pas le porter dans la rue, mais au moins dans les boutiques peut-être qu'ils vont le porter. Parce que là, il y a une étude. Ben, c'est pas toi, Amir, qui a partagé une étude qui était très intéressante sur le fait que ça se transmet. Voilà, c'est ça, et que il y a beaucoup de problèmes avec le fait de ne pas pouvoir aérer certains lieux. C'est de la manipulation, comme tu l'as dit. Hein, il y a une partie de manipulation là-dedans. Mais quel est le but en fait? Parce que là, en fait, ça va très loin. Non, mais c'est compliqué d'expliquer aux gens. Clairement, ça n'a aucun sens qu'on le porte dehors. Je te le dis franchement, je pense que ça n'a aucun sens. Comme ça n'a un peu, je pense aussi, aucun sens d'avoir fermé tous les petits magasins, voilà, tous les petits commerces. Ça n'a aussi aucun sens. Donc, mais le problème ce qu'il y a derrière ces logiques-là, c'est que c'est aussi pour on va dire, garder une sécurité qui va coûter très cher humainement, économiquement, etc. Mais vis-à-vis des connaissances scientifiques qu'on a actuellement, donc on n'a pas. Le problème, c'est qu'on n'a pas les preuves parce qu'il n'y a pas les études, quoi. C'est ça qui manque depuis le début, c'est des études sur. Juste, il faut que quelqu'un prouve que ça se transmet pas dans les petits commerces, que ça se transmet pas dehors, et voilà. Et tu vois, ce genre de logique-là ou que ça se transmet de manière par aérosol, c'est-à-dire que pas juste quand quelqu'un te crache dessus, mais juste le fait que de parler longtemps avec quelqu'un dans une pièce fermée, ben en fait ça se transmet comme ça. Il n'y a pas forcément besoin qu'il soit face à toi ou à côté de toi ou même loin de toi. Si vous êtes dans la même pièce, ben, par l'air qui se transmet dans la pièce fait que au bout d'un moment la charge virale augmente. Donc oui, il y a un mélange de beaucoup de trucs qui font que le gouvernement est obligé de faire ses choix, on va dire, peut-être trop extrêmes et trop
Après, Ouais. je trouve aussi que ce qui est problématique, c'est je citais l'exemple du Japon. J'ai appris il n'y a pas longtemps que le confinement ils n'avaient pas besoin d'attestation. Après, bon, on connaît les Japonais et Moi, j'ai vécu au Japon, hein. Je peux te dire que pour moi, le Japon, c'est un non-argument. C'est-à-dire que là, culturellement, ça n'a tellement rien à voir. Pour moi, quand j'ai vécu au Japon, pour moi, le Japon, il vit en confinement tout le temps. Non, mais c'est pas une question d'argument, c'est une question de dire est-ce qu'on peut pas apprendre des autres quand Oui, mais les autres. Moi, je te dis, c'est ça. moi, je pense C'est comme ça qu'ils y perdent quelque chose. Attends. Ouais. C'est comme ça que j'ai fait mes études. Quand il y avait quelqu'un qui était meilleur que moi, plutôt que de le jalouser, j'allais le voir et je lui demandais qu'il m'explique la méthode. Et j'ai appris des méthodes comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de l'humilité en fait. C'est de dire voilà. Donc c'est pas une question d'argument, de non-argument, c'est de dire il y a eu des cas où ça a fonctionné d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut pas s'en inspirer? Bien évidemment, en adaptant à notre société, on est des pays latins, on sait pertinemment que les Japonais, ils sont naturellement pas aussi tactiles que nous. Donc voilà. Forcément. Bah ouais, mais c'est comme pour les pays du Nord. Tu vois, c'est toujours les mêmes arguments qui reviennent. Pourquoi la Suède, ils n'ont pas confiné ou je sais plus quoi? Pourquoi eux, ils ont moins de cas? Ben, c'est toujours la même raison, c'est que culturellement, ces gens-là, ils se touchent pas, ils se font pas la bise, ils sont pas collés les uns aux autres, ils se parlent pas près, voilà. Ils se mettent pas des tapes sur l'épaule, ils font pas tout ça. C'est ce qui me pose problème avec ce type de documentaire, c'est qu'on cherche un bouc émissaire et que personne se responsabilise à titre individuel. C'est multifactoriel. Le documentaire, il va jusqu'à laisser sous-entendre, parce que c'est toujours du sous-entendu, c'est très insinueux, c'est que en gros, il y a des milliardaires qui sont plus ou moins en train de tendre vers le transhumanisme, voilà. Et qui, en gros, il te cite l'exemple de Bill Gates qui, il y a pas si longtemps que ça, a dit que la menace pour l'humanité pourrait être un virus. Ça vient pas de Bill Gates, il l'a entendu. Ça fait longtemps que des épistémologues, j'ai toujours du mal avec ce mot, le disent ça, que c'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un virus a causé des gros problèmes. Et en l'occurrence, il y avait eu une étude qui avait été faite par des épistémologues par rapport au jeu World of Warcraft au moment où il y avait eu un gros virus. Épidémiologue, tu veux dire? Ouais, épidémiologiste. Épidémiologue. Oui. Épidémiologiste. Oui. Non, mais j'ai toujours du mal avec ce mot, j'y arriverai jamais. Non, c'est ton côté philosophe, c'est pour ça. Ça doit être ça. Donc, les épidémiologistes, on va y arriver, ils avaient fait justement une étude par rapport ils avaient profité d'un virus qui circulait pour voir comment réagirait une population. Et on a d'ailleurs pu, au moment du début de l'épidémie, voir qu'il y avait certains comportements qu'on retrouvait chez les individus en cas réel. Donc ça, c'est une question qui... En fait, pour moi, Bill Gates, c'est une question de psychologique. C'est-à-dire que c'est un mégalomane qui essaye de se racheter une conscience avant de mourir. Alors, tout ce que je dis là, c'est de la pure théorie. Je dis pas que c'est vrai, c'est mon hypothèse. Pour moi, c'est un mégalomane qui cherche à se racheter une image plus qu'une conscience, mais qui fait tout le temps mal en fait, qui se prend toujours les pieds dans le tapis, parce qu'en fait, il sait pas faire, il sait pas être naturellement altruiste et empathique. Donc, il a beau essayer de dire on va faire des vaccins, mais il se prend les pieds dans le tapis, il dit on va faire une association, mais il y a ces vieux démons qui le rattrapent, et au final, à chaque fois, il se fait épingler. Sauf que on peut reconnaître le fait que ses intentions sont pas peut-être si bonnes que ce qu'il veut bien me dire, mais de là à dire qu'en gros, il veut vacciner, enfin, laisser sous-entendre, parce que c'est ça aussi qui est vachement vicieux, c'est que c'est pas dit clairement. C'est on laisse sous-entendre qu'en fait, il veut vacciner la population mondiale pour mieux la contrôler. En gros, si je schématise. Et c'est ça, en fait, qui est problématique. Je vous ai lancé dans un débat qui peut durer pendant 7 heures. Hein. Moi, j'ai problème. commencé à en parler, hein, mais c'est super. Mais il y a ça comme premier problème, et le deuxième problème, et je terminerai plus ou moins là-dessus, c'est le fait ok, tu dis qu'il y a des problèmes, ok, tu extrapoles beaucoup sur les raisons de ces problèmes, ok, elles sont les solutions en fait. Pourquoi tu nous as parlé pendant 2h40 pour même pas l'ombre d'une solution? Tu vois, partager c'est sympa, autant je suis pas toujours d'accord avec sa conscience politique, je dirais, autant ils essayent sur cette chaîne d'apporter des solutions, d'apporter des pistes. Donc, ok, je vais regarder ces vidéos en règle générale, même si je suis pas d'accord, même s'il y avait des... Mais au moins, je dis, j'ai appris quelque chose. Alors que là, 2h40, tu repars.
t'as rien appris si ce n'est qu'en fait, en gros, c'est la merde, quoi. Et qu'il y a il y a une élite mondiale qui cherche à. Alors, la lutte des classes, ça a toujours existé, hein, mais là, par contre, c'est vraiment genre, oui, c'est fomenté. Il y a des trucs qui sont incohérents. Ils te montrent qu'ils avaient organisé. C'est télévisé, putain. Genre, les gars, en fait, ils se mettraient en plein jour pour vous dire, regardez, on est en train de préparer la manipulation qui est en train d'avoir lieu, parce qu'ils avaient fait, en fait, une réunion avec diverses, entre guillemets, élites mondiales, et ils simulaient qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une pandémie, une sorte de jeu de rôle, entre guillemets. Mais si vraiment c'était en prévision de... Parce que, pareil, ils laissent sous-entendre dans ce documentaire que le virus... Enfin, non, là, même pas, ils ne le laissent pas sous-entendre, ils le disent clairement. Le virus, il a été créé et diffusé volontairement, en fait, pour foutre la merde, quoi. Après, moi je sais pas sur... moi, je te rejoins sur l'optique de... Pour moi, de ce que j'ai vu de la critique du documentaire, je le regarderai pas parce que j'ai mon avis tranché, mais parce que le problème effectivement de ne rien proposer et de faire quand même un abrutissement, je suis désolé, hein, y a pas d'autre mot, mais 2h40 tabassé avec apparemment des enchaînements de joueurs de Bonto, où tu vois aussi de ce que dit le gars, et ça c'est vérifiable, il n'y a pas besoin de voir le film, tu vois le listing des invités, c'est du grand écart Volvo, et donc il n'y a pas du tout d'hierarchisation de la parole, il n'y a pas du tout de... Ne serait-ce que dans la méthodologie ou l'éthique documentaire, je dirais, j'ai déjà du mal. Donc j'ai pas envie, effectivement, de m'imposer ça, et je trouverai probablement des croisements d'informations de différents journaux, de différents sites qui me permettront de, sans m'imposer effectivement le visionnage du film, de voir ça. Après, moi, je me suis posé une question toute bête, parce que ce bonhomme-là, je le connaissais pas, le réalisateur du documentaire, et j'ai été voir un petit peu son parcours. Il y a beaucoup de documentaires qui vont tourner sur... alors, loin de moi hein, l'idée de vouloir faire une espèce de lien de cause à effet ou quoi que ce soit, mais donc voilà, c'est un bonhomme qui a fait pas mal de documentaires justement autour du rapport à la foi au sens très large. Il a autant fait effectivement un documentaire en 2017 qui raconte l'histoire entre un prisonnier cubain, un prêtre français de Mission de France. Il a fait un autre documentaire sur les expériences de mort imminente, qui s'appelle Thanatos Ultime Passage. Il a fait aussi un autre documentaire sur la Vallée des Saints, qui est un projet associatif de statutaire. Voilà, et beaucoup de choses qui tournent autour un peu d'une certaine forme de sacré. Il a aussi fait un documentaire qui venait un petit peu contredire un cliché qui avait été pris par la préfecture autour de la manif pour tous en 2013 et qui avait fait polémique dans le sens où apparemment ils avaient utilisé une image floutée qui agrandissait le nombre de manifestants pour la manif pour tous. Enfin bref, donc il y a des trucs très larges, mais il y a quand même souvent des trucs qui vont tourner autour d'une thématique, je dirais, de l'ordre un peu sacré profane. Je sais pas si vous voyez un petit peu l'idée dans son truc. Ouais. Sauf son premier documentaire qui n'a rien à voir, qui était Le Dernier Record, qui était un truc produit par Vincent Perrault, pour ceux qui se souviennent de Vincent Perrault, conducteur de dragster. Donc bref, pour revenir quand même à ça, il y a quand même une forme de leitmotiv, enfin un motif qu'on retrouve beaucoup, ce qui est logique, hein, vous me direz pour un réalisateur, mais quand je vois comment est décrit le film documentaire, j'ai l'impression que c'est vraiment devenu un mode opératoire. Alors c'est très violent ce que je fais, parce que quelque part je réagis à chaud et je suis en train d'imposer comme ça un calque d'interprétation, mais quand je vois simplement avec un vague recul la filmo du bonhomme et quand même les discours qui ont l'air d'être véhiculés dans ces documentaires, enfin les thématiques en tout cas, je peux pas m'empêcher de penser que dans cette espèce d'opposition, des rapports comme ça au sacré, au vivant, moi ça me rassure pas beaucoup. Voilà, simplement, je me dis, le bonhomme, je pense pas que ça soit à dessein et qu'il ait
un agenda politique ou religieux ou quoi que ce soit dans son truc, mais c'est simplement qu'il y a une convergence entre sa conviction autour du Covid et sa façon de réaliser jusque-là, quoi. Et que moi, ce qui est vraiment inquiétant, et je terminerai là-dessus, il y a deux choses. Je vais être dans la continuité de la vidéo de Partager, c'est sympa, qui a fait une deuxième vidéo que je n'ai pas encore vue, mais qu'il évoquait dans la fin de sa première vidéo, qui s'appelle « Qui sème le vent récolte la tempête », qui critique effectivement le documentaire. La deuxième titre, enfin la vignette en tout cas, Hold Up parle de problèmes bien réels. Et c'est un peu la conclusion de la fin de la première vidéo, et moi c'est ce qui me préoccupe le plus, c'est comment est-ce qu'on fait botter en touche tout le monde. Il y a une espèce de mépris et de montée de plus en plus progressive des uns et des autres, tout le monde contre tout le monde, et plus aucune attention, plus aucune écoute, plus aucun bénéfice de doute, et c'est à qui fera le plus de bruit, c'est à qui, bon, ça c'est pas trop nouveau, mais en ce moment, moi j'en suis arrivé à un degré de cacophonie. Est-ce que ce sont les effets aussi psychologiques de l'isolement et tout? Non, mais... Donc, non, moi, je même... me pose cette question-là et ça m'effraie. C'est tout ce que je peux dire. Je suis même pas en train de dire j'ai un avis posé, ça m'effraie. Oui, excuse-moi, Olivier. De part et d'autre, c'est-à-dire que c'est pour ça que j'avais partagé la vidéo de Natacha Polini, c'est ça? Je vais pas y arriver. Nachata Nolopo. Nilopo. Nolopo. Qui disait que oui, le problème c'est quand on veut opposer. En fait, tu as d'un côté ce que j'appellerais les rationalistes et de l'autre les illuminés, mais pas qui s'auto-proclament illuminés et véridiques. Hein. C'est-à-dire que moi j'ai déjà vu des commentaires dire voilà, de toute façon ce genre de documentaire pour nous les illuminés ça sert à rien, ça c'est bon pour réveiller les moutons. Moi, c'est le paradoxe. J'ai une statue de Bouddha juste derrière. Hein. C'est-à-dire que l'illumination, moi, j'ai du mal à croire que. Alors, je suis pas illuminé, vous me direz en même temps, mais j'ai du mal à croire que l'illumination va de pair avec la condescendance et avec aussi peu d'humilité en fait. Le mec, il est là. Il y a un lien avec les forums de jeuxvideo.com encore une fois. Moi, c'est ce que j'appelle. Enfin, il n'y a pas que moi qui appelle ça comme ça, mais l'ego spirituel, tu sais, c'est genre oui, moi. Mais de l'autre côté aussi, c'est-à-dire que tu as les rationalistes qui prennent de haut les gens qui n'ont pas les codes, qui n'ont pas. Je disais tout à l'heure, je suis content d'avoir fait des études supérieures parce que ça m'a appris à faire des recherches. Quand tu te prends à ton premier devoir. À ton premier mince, j'ai oublié le terme. Enfin bref, à ton premier examen, une sale note parce que tu t'es contenté d'apprendre ton cours et que t'as pas été faire des recherches à côté et que tu te fais défoncer. Bon bah tu te dis ok très bien et puis t'apprends. Tu vas voir justement ton camarade qui a une bonne note. Tu te dis mais comment tu fais en fait? Et donc quand t'as pas été éduqué à ça, c'est normal que tu te fasses. Le documentaire, mine de rien, il est bien fait dans ce sens-là, c'est-à-dire que il te bombarde, et puis il y a la musique, il y a la mise en scène, il y a comment c'est cuté. Et je peux comprendre que tu te fasses avoir. C'est quand t'as pas les codes, quand tu sais pas faire des recherches, quand t'as pas cette je dirais, comment dirais-je, ce réflexe-là, c'est normal que tu te fasses avoir. Et les rationalistes, ce que j'appelle les rationalistes, qui prennent tout le monde de haut, ils font bien à personne. Plutôt que d'insulter quelqu'un de con parce qu'il n'a pas fait les recherches que tu as fait, bah, je sais pas, partage-lui humblement les liens que tu as des recherches que toi tu as fait ou explique-lui comment on fait. Enfin, tu vois, il y a ces deux extrêmes-là, les illuminés, les rationalistes qui sont là et puis qui dans leur ego inflationniste, là, oui, non, mais moi j'ai tout compris, non, mais moi j'ai tout compris. Bah, on est usé, on est épuisé. Hein. Amir le disait un peu dans sa phrase, c'est en disant il y a pas que toi, c'est que il y a plus, je sais pas, il y a un mix entre soit il y a plus cette patience et c'est une réaction comme ça coup pour coup et on fait même plus à la fin un constat des dommages collatéraux, soit c'est à quoi bon. Moi je préfère soit rester dans mon obscurantisme. Comme je vous dis, moi je suis pas pour la liberté d'expression, mais je pense qu'elle a des limites. Après. Là, c'est-à-dire qu'on ne sait plus, comme il n'y a aucun moyen de juger la pertinence d'un argument. Genre, il n'y a pas de. Tout le monde cherche à une façon de jauger à quel point un argumentaire est plus ou moins fiable. Mais comme tout est devenu à égalité, c'est-à-dire que
un épidémiologiste est au même niveau maintenant C'est ça, ouais. qu'un journaliste Tout vaut de tout. news. Ouais. Voilà, c'est-à-dire c'est ça en fait, c'est qu'à la télévision, parce que ma mère regarde ça tout le temps, donc je regarde, et on met au même niveau Madame Lambda avec, tu vois, ça n'a plus aucun sens, c'est du grand n'importe quoi. On oppose des arguments entre quelqu'un qui n'a jamais étudié quoi que ce soit, à rien, face à quelqu'un qui a voué sa vie à essayer de comprendre comment évolue une épidémie et tout, et puis au milieu on te met un prêtre, et puis après on te met un gars, on te met un gars qui croit que c'est un virus qui a été... C'est c'est mon choix généralisé, quoi. Donc au final, tu vois, tu n'as plus ce travail de toujours réexpliquer. Parce que tu sais, en vrai, sur ces chaînes-là, il y a aussi des gens bien, parce qu'ils invitent tout le monde. Il y a aussi des épidémiologistes, il y a aussi des gens qui sont mesurés, mais c'est mélangé avec tout et n'importe quoi. Donc sa parole n'a pas plus de valeur que les autres, tu vois. Non, et puis c'est classiquement, c'est à celui qui parlera le plus fort. Et très souvent, malheureusement, j'aimerais bien me tromper, mais très souvent, ceux qui gueulent le plus fort, c'est ceux qui ont les codes de comment faire les choses de manière pernicieuse, de faire passer leurs messages ou leurs agendas, ou là, majoritairement, je mets un tout petit peu de politologie de comptoir, mais c'est des gens qui ont un intérêt, effectivement, à avoir ce genre de rhétorique, à avoir ce genre de façon de faire. Et les autres personnes, soit sont plus humbles, sont plus mesurées, parce qu'elles savent que éventuellement leur parole a un poids et que les mots sont importants, et à ce jeu-là, bah, tu te fais gauler, quoi, parce que... Je te donne un exemple, ouais. Et un des Attends, pièges. Juste après, tu me contredis, mais tu me... Il anticipe déjà, après tu me dis que je dis Tu me réponds, J'avais pas mais par exemple, peut-être parce que tu on veux en dire. avait déjà parlé, mais c'est sur Raoult, par exemple. Ah oui. Moi, personnellement, tu vois, je suis quelqu'un qui a mis beaucoup de temps avant de commencer à me poser en gros un avis là-dessus. Mhm. Mais ce qui me fait dire, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, que c'est pas quelqu'un de forcément de compétent, c'est pas lié au fait que est-ce que il a les compétences ou ce qu'il dit est vrai, etc., ou est-ce qu'il sait de quoi il parle. C'est juste un truc humain de base. C'est par rapport à un esprit scientifique, le gars, depuis le jour 1, il a affirmé tellement de choses fausses et il ne s'est jamais remis en question une seule fois. Il n'a jamais dit je me suis trompé. Un indice Pour moi, voilà. Rien que pour moi, ça, c'est déjà la preuve qu'il y a un problème au niveau de sa démarche. C'est-à-dire que tous les gens, un vrai scientifique, tous les gens que je suis qui sont vraiment scientifiques, n'ont pas d'ego ou de vérité à faire valoir comme le ferait quelqu'un dans un débat politique ou quoi que ce soit. Tu vois ? Et donc, rien que ça, quand t'as pas la façon de voir ces choses-là, tu tombes, comme tu dis, dans cette espèce de rouage sans fin, etc. Ouais. Mais moi, je passe énormément de temps à juger les gens sur des faits comme ça. T'as les Voilà. deux extrêmes, t'as soit le type, comme tu dis, qui va absolument pas se remettre à aucun moment en question, et puis t'as, à l'inverse aussi, les gens qui vont louvoyer, être en mode hyper consensuel et dire « Ah oui, peut-être, vous avez raison », et finalement, ça pose rien, et ça vient à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais Olivier, tu voulais répondre à Amir Non, je ou en je général voulais renvoyer. Non, pas répondre à Amir, mais je voulais renvoyer à une reco que j'avais fait il y a pas longtemps, la crise de la culture d'Hannah Arendt, où justement il y a tout un passage sur le fait qu'on en est arrivé à un stade où on confond faits et opinions, c'est-à-dire qu'on prend les faits pour des opinions et les opinions pour des faits. Et c'est pas la même chose. Un fait, c'est un fait. Un fait, c'est quelque chose de froid quelque part. Des fois aussi quelque chose qui est difficile à digérer parce qu'il va pas dans le sens soit de ce qu'on voudrait, soit de ce qu'on croit. Une opinion, c'est quelque chose qui est en partie détaché d'une certaine forme de réalité. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à faire la différence. Elle dit justement, le problème, il vient du fait aussi, et ça, même si moi, je ne suis pas pour chercher des boucs émissaires, chacun a quand même sa part de responsabilité, au gouvernement qui, là, depuis le début de cette crise sanitaire, on fait que raconter tout et son contraire. Et quand on ment aux gens, comme disait Hannah Arendt, le problème, c'est pas qu'ils sont plus sensibles à la réalité ou à la vérité. C'est, en fait, ils font plus le distinguo entre réalité et, vérité et mensonge. Ils sont incapables de faire et donc, du coup, ils vont aller chercher ce qui va dans le sens de leur opinion. Parce que ça les rassure. Ils sont pas bien, ils
ce sort. Et donc, du coup, ils vont aller. Et c'est aussi le problème de ce genre de documentaire, c'est que quelque part, ça va dans le sens du, en fait, bon, j'ai pas de responsabilité là-dedans, c'est que de la faute des autres, c'est que de la faute des milliardaires ou que de la faute de ceci, que de la faute du gouvernement. Et puis, en plus de ça, finalement, oh bah merde, j'aimerais bien, et ce que je comprends, moi le premier, retrouver non, c'est pas vrai, moi le premier, moi qui suis très casanier, je veux pas me plaindre, je souffre pas du tout du confinement, mais parce que c'est ma nature. Mais avoir le choix, c'est toujours cette remarque, je la cite très souvent de René Char, le pire du fascisme, il le dit, c'est pas la dimension de temps d'avoir à faire un choix, c'est d'être forcé d'avoir à faire un choix et de ne plus l'avoir. Et il le dit, dans beaucoup de ses poèmes. Je veux pas mentir sur la manière dont je le vis. J'ai la chance de pas mal le vivre. Mais parce que je peux travailler, parce que je vis pas seul, parce que ça se passe bien dans mon foyer, parce que moi j'aime bien rester chez moi à lire ou à jouer aux jeux vidéo ou à regarder des animés. Donc bon, je veux pas mentir en me faisant... Non, mais ce que je veux dire, c'est que je comprends que ça puisse être douloureux, surtout pour des personnes qui vivent seules ou pas seulement, qui vivent avec d'autres, mais qui ont plus besoin que quelqu'un comme moi de sortir librement. Et c'est le souci, c'est que là, on est à un stade où, en fait, il y a plus de discernement. Hein. Vous savez que j'aime beaucoup ce mot, c'est-à-dire on va dans ce qui vient rassurer nos opinions. Mais les opinions ne sont pas des faits. Et d'ailleurs, comme Hannah Arendt le disait, les faits, bien souvent, bon, elle le disait pas comme ça, mais ça casse les couilles, quoi. C'est-à-dire que les faits, ils sont d'ailleurs, même souvent, le mensonge. Heidegger lui a fait, il lui a dit TG, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, elle disait que bien souvent, le mensonge est plus séduisant que les faits. Les faits, ils sont pas logiques au sens de ils sont froids. Ils sont froids, ils sont pas forcément habités, ils sont pas, voilà, alors que le mensonge, il va être construit de manière à être plus ou moins logique, entre guillemets, à tenir plus ou moins debout, et donc du coup, c'est peut-être plus séduisant. Je veux juste citer un truc d'un livre là de Winnicott, donc ça s'appelle Conversation ordinaire, et c'est tout un tas de textes qu'il a soit écrits, soit des interventions qu'il a menées en public et qui ont été retranscrites. Et en fait, le texte en question, c'est à propos des objectifs de la guerre. Et donc, c'est un texte qui date de 1940. Donc, on est au début de la Seconde Guerre mondiale. Et à un moment, j'ai juste un très court passage. À un moment donné, entre parenthèses, parce qu'il parle en fait des tensions que génère la guerre, éventuellement des motifs inconscients, parce que Winnicott... Il y a peut-être un motif là, parce que tu dis, il parle des tensions, t'as parlé de Natacha tout à l'heure, je te dis que t'es tendu, Natacha. Peut-être. Mais, c'est ça. Mais non, parce que Winnicott, donc, qui était un psychiatre et psychanalyste, qui s'est surtout intéressé à la psychologie infantile, mais qui, du coup, parlait des causes potentielles inconscientes qui pourraient sous-tendre à cette guerre, et bon, bien évidemment, il le faisait sous l'angle psychanalytique. Et à un moment donné, il met entre parenthèses quand même, cela ne signifie pas que la guerre a été manigancée, comme certains le disent, pour empêcher la révolution. Donc, on voit bien quand même que dans des situations complexes, on a vite tendance à vouloir aller chercher des causes complotistes. Parce que là, en fait, je pense qu'il sous-entend que des gens disaient, alors j'ai pas plus d'informations, qu'il y avait, pour éviter qu'il y ait des révolutions, que le peuple se rebelle, entre États, on s'accorde pour faire une seconde guerre mondiale, comme ça, on n'en entend pas parler. Bon, je pense que l'histoire lui a donné raison, encore qu'un complotiste pourrait me dire que je me suis fait avoir et que la seconde guerre mondiale n'a pas eu lieu. D'ailleurs, je tiens à dire que Philippe Touste-Blazy, qui intervient dans ce, et pas que lui d'ailleurs, dans ce documentaire, dans Hold Up, s'est rétracté en disant que il avait été entre guillemets manipulé au niveau de ses propos par rapport à l'hydroxychloroquine. Après, encore une fois, moi je suis pas médecin, je suis encore moins virologue, donc je sais pas est-ce que l'hydroxychloroquine c'est efficace ou pas. Il y a effectivement un gros problème avec le Lancet et avec le truc foiré là de tests. Oui, ça pose question. Et donc lui, il intervenait plus par rapport à ça. Mais a priori, il n'intervenait pas par rapport à tout ce qui
sous-entendait ce documentaire. Et donc, il s'est rétracté en disant non, moi je me désolidarise complètement de ça. Et lui, il y a lui, je crois, une sociologue aussi, si je dis pas de bêtises, il faudrait vérifier, qui s'est désolidarisé très vite. Et parce qu'eux, ils intervenaient par rapport aux questions qu'on leur posait, mais pas par rapport à la thèse qui était avancée. Et bien évidemment, hein, qu'est-ce qui a été dit? Ils ont reçu des pressions. C'est bien la preuve qu'il y a un complot. Parce qu'ils ont reçu des pressions et c'est pour ça qu'ils parce qu'ils ont picolé en plus? Pourquoi tu dis ça? Ils ont reçu des pressions. Putain, quoi? Non, mais c'est pour préparer mon sujet qui arrive, c'est pour ça. Il est beaucoup trop tard. Il est plus léger ton sujet, j'espère. Voilà. On enchaîne? Putain. Ouais, bon, moi en gros, je le verrai pas. Je pense que j'ai pas la patience. T'auras pas la... Ah oui, pour le documentaire. Je croyais que t'allais pas avoir la patience de m'écouter, moi. Non, mais il faudrait que quelqu'un fasse un gros travail de débunkage, hein, mais sur un grand média. Mais c'est jamais fait. Donc, tu veux dire la chaîne, le grand média? Non, peu importe. Alors, Olivier, tu as un magnifique arrêt sur image, t'es tellement beau, t'es en train de sourire. Laisse-le comme ça, il est il est bien. J'espère limite qu'il va pas déconnecter, reconnecter. J'attends quand même un petit. Ouais, il est plus là. Il nous a quitté trop tôt. Donc non, mais on va peut-être. Lui, dès qu'il a fini de parler d'un sujet, il se casse. Oui, il se casse. Hein, c'est le mépris du public et de ses potes. Bon bah tant pis, on va commencer sans... Il a un système quand il fait des calls pour faire croire qu'il est devant la webcam, tu vois, comme ça. Putain, salaud. Il a oublié, on est dans une émission. C'est ça. Non, mais c'est magnifique en fait. En fait, tu peux faire n'importe quelle réplique, t'as l'impression qu'il est en mode bon public, donc c'est parfait. Olivier, tu aimes bien le Covid en vrai. Hey t'es content qu'il y ait le confinement. Les mecs, ils arrivent à meubler sur un freeze d'images. Bon, alors, on va continuer. Moi, le temps que Olivier nous rejoigne ou pas, je vais vous parler d'un truc qui, pas vraiment à voir, mais en fait, un petit peu. Olivier revient. Reviens, Olivier, reviens parmi les tiens. Attention. Ça, c'est l'image de la défaite, mon gars. Roulement de tambour. Non, mais j'avais terminé mon sujet, j'ai droppé le mic, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça, on a dit une fois que t'as fini, tu te casses. Alors moi j'ai fait ma blague pourrie sur par contre je suis en écho, ça doit être de ton côté Olivier, je pense, au niveau du son. Non, j'ai bien mon casque. T'as bien ton casque? 1, 2, 1, 2. Ah, ça a l'air d'être c'est bon, ça a l'air d'être bon. Donc moi je vais vous parler, de ma blague pourrie, dépression, alcool, tout ça. Je vais vous parler d'un monsieur qui s'appelle, peut-être que vous en avez entendu parler, Olivier oui, parce que je l'ai bassiné avec, je vais vous parler de Chicandier. Alors Chicandier c'est... Alors Chicandier c'est qui? C'est un bon vivant, je pense que ça le résume bien. Et alors il n'y a pas vraiment de hasard, hein. Je sais pourquoi je vais en parler, je vais vous dire pourquoi. Vu ce qu'on a dit depuis tout à l'heure et qu'on va probablement dire encore pendant quelques semaines, je pense que c'est vraiment une réaction défensive d'avoir fait du binge-watchage, d'avoir regardé beaucoup de ses vidéos, parce que en ce moment j'en ai un petit peu ras-le-bol, comme beaucoup de monde. Pas ras-le-bol pour moi, comme Olivier, c'est-à-dire que je souffre pas plus que ça du reconfinement, etc. Mais plutôt dans la dimension collatérale, c'est-à-dire de voir des gens qui me disent ça va pas bien, de machin. Enfin, c'est vraiment de voir que de toutes parts, les gens sont épuisés, n'ont pas de réponse, sont vraiment déprimés et tout. Moi, très sincèrement, encore une fois, je rejoins Olivier, j'ai mes streams très régulièrement, je joue, je lis, je travaille principalement de chez moi pour mes cours, donc je suis vraiment pas à plaindre. Et pourquoi Chicandier? Donc Chicandier, comme je disais, c'est un gargantua moderne, on va dire. Chicandier, c'est un mec qui va vous faire des chroniques. Alors, Amir, on te voit de plus en plus bas. Là, on est arrivé au niveau de tes lèvres. Bientôt, on va arriver au niveau de ton front. Je me noie. Et...
Et il a notamment un format que ça vous permettra très vite de voir, vous, si vous aimez ou si vous aimez pas, qui s'appelle comment s'appelle déjà? Zut, j'ai réussi à oublier, je suis fort. La mémoire et moi. L'addiction, s'il vous plaît, pardon. Et en gros, c'est un truc, c'est du déjà vu, hein, il y a rien de mystérieux. Il prend des gens du showbiz et il les invite avec eux dans des restos. Et il fait une espèce d'interview fleuve. Il a fait 4 numéros pour l'instant. Il a eu Bruno Solo, Yvan Le Bolloc, Benjamin Tranier et la machine de caméra café peut-être en quatrième. Il aurait pu. Quatrième, c'était qui? Oui, c'était Fred Testo. Et ils les invitent effectivement dans leur resto qui leur sert de cantine, avec chacun des trucs. Le Bolloc, il va beaucoup parler évidemment de la Bretagne, de tout ce qui va être comment ça s'appelle, pas le commerce, mais les circuits courts au niveau Boostify et tout ça, et surtout ça bouffe. Ça picole, mais de ouf. Ça picole beaucoup. Le coup du 102 quand même. Le 102, ça se boit vite. C'est un alcool qui se boit vite. C'est un alcool qui se boit vite. Le 102, mais je crois qu'en fait, c'est vraiment Gainsbourg qui avait parlé de ça, je sais plus, bref. Qui fait référence à Gainsbourg, à un moment donné, il dit, où est mon 102? Et en fait, le 102, c'est une double dose de pastis 51. Ça fait 102, en fait. Et il le boit cul sec. Et après, ils finissent par, parce que là, il a son jeu des questions. Excuse-moi, mais comme j'aime beaucoup, il a son jeu des questions où en fait le but c'est si tu donnes une mauvaise réponse, classique, tu dois picoler. Un jeu d'alcool. Et ils finissent en général assez minables, on va dire. Hein. Non mais ça, franchement, il donne bien le change, hein, que ce soit lui ou les autres. Bon, lui après, je pense que vu l'enduro et compagnie. Et bref. Tout ça pour dire que c'est vrai qu'en apparence, c'est pas forcément fondamentalement, j'ai déjà parlé d'émissions de Boostify, de côté bon vivant globalement, mais c'est pas fondamentalement le genre de personnalité que je vais recommander et tout, mais c'est bête, hein, c'est très bas du front ce que je vais dire, mais c'est un mec en ce moment qui me fait du bien. Dans le sens où il n'y a pas ce discours qu'on retrouve partout, un peu moins maintenant hein, avec le reconfinement. Hein. Je pense que le côté healthy, on en avait parlé notamment avec Olivier lors des discussions autour du confinement, donc de la pas positive attitude, je suis en mode Laurie, mais du bien-être, de la politique des bons sentiments et du bien-être. On l'a un peu perdu, je trouve, entre-temps, le côté les pains healthy, la nourriture machin, je vais faire attention, je vais pas prendre de poids. Les gens, ils sont un peu, je pense, ils sont partis du côté plus côté sombre de la force. Et voilà, ce mec-là, il. C'est bon. Ouais, voilà. Et là, il incarne un petit peu tout ça. Moi, je trouve ce Chicandier, hein, même si ça n'a pas. Il l'incarne parce qu'il le joue pas, contrairement à d'autres. Exactement. Il est vraiment comme ça, je pense. Ouais. après, il joue un rôle. Hein. D'ailleurs, il y a un personnage. Oui, il y a un personnage. Il a beaucoup d'autodérision. Il joue le beauf. Parce qu'il a aussi ses chroniques. Où il se fait passer pour quelqu'un de minable quelque part, qui est pas courageux, qui s'il doit se bagarrer, il va se faire casser la gueule. Ouais. Il le joue aussi beaucoup. Et moi, je l'ai trouvé grâce d'ailleurs à l'algorithme vidéo qui s'est dit tiens, t'aimes bien Benjamin Tranier, bah voilà, c'est comme ça que je l'ai découvert. D'ailleurs, c'était très rafraîchissant parce qu'il était très marrant dans la vidéo Tranier. Et en l'occurrence, ouais, voilà, comme dit Olivier, c'est un mec qui ment, tu sens qu'il ne ment pas. Il joue un personnage, mais tu sens qu'il ne ment pas. Et puis en fait, je me rends compte, j'ai pas grand chose à dire, mais ça vient tellement contraster avec tout ce qui nous tombe sur la gueule en ce moment. Ça fait du bien. J'ai pas grand chose de plus à dire. Oui. Il est drôle, en fait. Ouais. Au-delà de partager sa bonhomie, il est drôle. Parce qu'il y a aussi ces petites chroniques qu'il fait dans sa bagnole, des fois. Celui sur faut arrêter les fêtes des écoles. Juste, allez voir ça, j'en dirai pas plus. Allez voir. Ceux qui sont parents parmi vous, hein, allez voir ça, vous allez comprendre, c'est-à-dire qu'on est complètement d'accord. Mais il a ce côté aussi drôle, comme je disais, bonhomie. C'est quelqu'un qui je pense pas que là, pour le coup, il le joue, il a l'air d'aimer partager, en fait. Complètement. Ouais, je pense partager, vraiment.
C'est un mec qui a été un proche de Michou, hein, pour donner un ordre d'idée. Pour les plus jeunes qui regarderaient ça en VOD, hein, Michou, c'était quand même le seigneur de la fête. Et c'est un gars, comme il le dit d'ailleurs dans une de ses vidéos, qui Elle dormait... est comment la soirée? Elle est belle. Elle est belle. Et qui dormait 3 à 4 heures par nuit et qui s'enquillait dès limite le petit-déj une flûte de champagne, quoi. C'est vraiment un mec qui a brûlé la chandelle par les deux bouts. Et il incarne, alors... évidemment, je suis conscient qu'il y a une forme de... c'est un mix parfait pour moi entre l'Eros et le Thanatos. Il est dans la synergie entre la pulsion de vie à fond de balle, en mode James Dean, fureur de vivre, et en même temps, le côté Thanatos un peu inquiétant du mec où tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Effectivement, un 102 comme ça, cul sec, les plats, mais des trucs gargantuesques, évasiques, du riz de veau, évasique, du machin. Et il m'a fait le même effet. Alors évidemment c'est mon péché mignon parce que c'est la bouffe, c'est l'art de la table et tout ça. Il m'a fait le même effet que la série avec Gérard Depardieu à pleines dents il y a quelques années, dans ce côté effectivement. Alors oui, le personnage est ce qu'il est, Depardieu, il est extrêmement maladroit, mais je pense qu'il y a aussi des positions dans lesquelles on l'a un peu mis, parce que c'est un mec, c'est tellement une bête de scène que au bout d'un moment je ne dissuade pas d'avoir des accointances et des proximités avec Poutine et compagnie, mais je pense qu'il s'en est pris tellement plein la gueule, ce mec, que au bout d'un moment, ça n'excuse en rien ses choix de vie, mais tu peux pas avoir un animal de foire comme ça et en même temps te dire non mais c'est bon, on en dispose quand on veut et on le reprend quand on a envie. Donc je pense que c'est même sa migration en Russie, tout son côté comme ça folklore de va-et-vient entre la France et la Russie, c'était aussi une réponse à ceux qui l'ont érigé comme cette espèce d'animal de foire. Bon, qu'il a toujours été un peu bête de scène puis animal de foire, et voilà, Chicandier, moi je trouve que c'est un peu la continuité, et il a beaucoup d'interrogations si vous regardez comme d'habitude, hein. C'est le quota des vidéos, vous allez voir très rigolard, par moments aussi quand même très philosophe. Tu sens que le mec il a une vraie culture cinéma, il a une vraie culture des arts du spectacle, hein. C'est pas un parvenu, hein. C'est un mec intéressant, et il va te raconter dans certaines interviews des trucs très poignant, tu vois, sur sa mère, sur aussi le rapport qu'il a à la vie, de se dire est-ce que j'ai envie de crever comme ça. Il y a un moment il raconte, il me fait pleurer de rire, il me dit je vois tous mes potes qui changent tous leur rythme de vie là à l'aube des 40 ans, tous avec leur petit cul maintenant dans leur cycliste à aller dévaler des pentes pour... Et ça m'amuse parce que je pense que ça rentre en synergie avec cette espèce d'euphorie de comment en ce moment, avec le confinement, on essaye de tromper la mort. Comment on essaye de tromper les choses. Il y en a avec le sport, il y en a avec la transgression, on se fait des apéros, il y en a avec l'idée de non, le complotisme, on va pas me dire si je porte le masque ou pas. Et moi, pour l'instant, simplement, Chicandier, allez tenter l'addiction s'il vous plaît. Vous verrez très vite si ça vous plaît ou pas. C'est ma manière peut-être un peu de tromper la mort et de m'amuser plus qu'autre chose. Voilà, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je crois qu'Olivier a un peu vu, il pourra compléter. Mais... Ah mais rappelle-toi, quand tu m'as envoyé tout de suite, va voir qu'est-ce que c'est pour nous, mais je connais déjà. En fait, c'est le problème encore une fois, on retombe dans ce que je disais tout à l'heure par rapport au documentaire, mais le jugement, un camp contre l'autre, tu sais. Moi, je suis végétarien, je bois très peu d'alcool, et aujourd'hui, quand il m'arrive à l'occasion de boire de l'alcool, c'est un verre, en fait, pour le goût, donc ça va être un alcool que j'aime, et je veux pas boire. Donc, je partage pas son goût de la viande ni de l'alcool, mais pourtant ce que je partage avec lui, je pense, c'est ce plaisir du partage justement, d'échange, même de choses auxquelles on n'adhère pas forcément, quoi. Mais juste, j'ai déjà apprécié écouter un botaniste me parler de fleurs pendant un bon moment, mais c'était intéressant de la manière dont il m'en parlait. C'est pas pour autant que je me suis mis à faire pousser des fleurs, quoi. C'est pas mon truc. En fait, c'est pareil pour Depardieu. Depardieu aussi, c'est un personnage. Ah, c'est un personnage que...
On a Mais perdu. on n'aura jamais la fin. Ouais, dommage. C'est tout pour nous. Bonne soirée, monsieur, dame. À Ouais, bientôt bah, c'est dommage, j'étais dedans, hein, ça me fait chier que ça se passe Putain, comme le ça. botaniste, là. Merde. Bref. Bon, bah, Donc, Mehdi, tu m'enverras la fin en vidéo. Hein, je voilà, regarderai il n'y a plus pas de tard. problème, toi tu y vas, je peux comprendre, donc on va te laisser. Euh, non mais je sais pas, vite fait, c'est vrai que c'est compliqué comme ça, on te parlait du bonhomme, est-ce que c'est est-ce que c'est le genre de mec qui te parle, ou est-ce que c'est est-ce que Moi ça va... Ouais, ce genre de... un peu comme ça, ouais. Bah, attends, ça devrait me parler à moi en priorité. Je veux dire, c'est Ah, moi je le sais pas, bourrin hein. de l'équipe, c'est moi le bon. Non, moi, j'ai grandi dans le sud de la France, donc j'ai plutôt ce genre de, tu vois, de culture La en termes de... philosophie, ouais, oui. Ouais, très méditerranéen, un peu Eh. bourrin, Mais, un peu brutal. Non, mais voilà, je connais bien. mais Je connais d'ailleurs, bien, non, mais j'ai grandi avec ça. Je comprends tout ce que tu as dit et ce que ça sous-entend. C'est-à-dire que c'est juste qu'on te ramène à quelque chose qui est peut-être plus humain, plus. Mais en même temps, tu vois, pour faire le lien avec ce qu'on a dit sur le Covid, c'est aussi ce genre de comportement des fois qui va faire que le virus va se transmettre plus facilement. c'est tout le C'est une paradoxe. culture qui a, voilà. C'est-à-dire que pour avoir Oui. ce qu'apporte de positif la culture que tu me décris et que j'adore, et c'est ce qu'il n'y a pas au Japon, il y a une contrepartie, tu vois. C'est-à-dire que au niveau sanitaire, ce sera pas pareil. Par exemple. Ah, Olivier revient au moment où j'ai sorti Ouais, le gif de Chicandier sur le chat, où en fait c'est un gif merveilleux où c'est celui où il déambule dans la rue avec sa bouteille comme ça, tu sais, et il tire le bouchon et PAM, et il y a écrit PAM en gros sur sur le gif. Enfin bref, et ouais, Amir disait qu'il rejoignait ça, enfin en tout cas le profil de Chicandier par rapport à on va dire à son passif dans le sud, plus sa culture méditerranéenne. Et j'allais rajouter que il y a justement Chicandier en parle à un moment quand il parle de cette espèce un peu de d'hypocrisie dans la culture du partage, et en fait il taille des costards à tout le monde, c'est ça qui est bien. Olivier disait que comme Tranier, il a jamais une figure de beauf magnifique, c'est toujours le beauf en fait un peu minable, pour pas dire mélancolique. En fait il attire aussi l'affection, parce que le mec il va pas se prendre pour un héros ou quoi que ce soit, et Il commence par lui. il commence par lui, et surtout il taille des costards à tout le monde. Il dit qu'il a vécu dans le sud, il dit qu'il vit aujourd'hui à Paris, et en fait il défonce tout le monde en fait dans le business et machin. Il dit voilà, un tel va être comme ça dans son rapport à la défonce, une telle comme ça, mais tout le monde en prend pour son grade. Et c'est ça que je trouve assez cool, c'est que au final tu lis entre les lignes, tu comprends que en gros il n'y a pas un profil ou une façon de vivre supérieure à une autre, ce dont on n'a pas arrêté de parler depuis tout à l'heure. C'est simplement que c'est hyper télé-réalité basique ce que je vais dire, mais on est des êtres humains avec des failles, avec ce qu'Amir disait avant que tu te reconnectes, qu'il ce genre de personnage qui kiffait, mais que d'un autre côté t'as tout le paradoxe actuel. Je veux dire, le mec c'est l'incarnation de tout ce qu'il faut pas faire. Du mec qui transmet le Covid, tu vois. Les gestes barrières, et il y a tout quoi, ce qu'il faut pas faire. Enfin bref. Et c'est peut-être ce qui me manquait quand j'étais au Japon, tu vois. Je pense enfin, je le connais pas, mais vu comment vous en avez parlé, il capture un peu tout ce que j'ai pas eu quand je vivais à l'autre bout du monde, Ouais. dans des pays où le rapport humain est plus froid de manière générale, quoi. Ton parallèle est, enfin, je mets d'énormes guillemets si vous écoutez sans regarder. Ton parallèle est cool en fait, Amir, parce que c'est ça en fait ce qu'on constate avec l'isolement social, même en essayant de se rapprocher de proches ou autres. C'est que finalement on se retrouve renvoyé à ce qu'on a d'irréductible seul face à nous-mêmes, quoi. Tu peux faire à peu près les agencements que tu veux, te rapprocher de gens et machin, on est tous dans la même galère, quoi. Vraiment, tu peux tourner ça comme tu veux, on est face un petit peu à cette solitude irréductible. Ah, c'est beau. On n'a jamais été autant les Astérix du Covid, là, un peu. Ouais. Les Gaulois, les vieux villages gaulois qui lâchent pas l'affaire. Un peu. On a ce côté-là. Mehdi, rendez-vous pris à la sortie du confinement, on va le voir sur scène, parce qu'il joue sur scène, lui. Hein. Mais oui. Putain, c'est horrible en plus quand il va dans l'émission avec Tranier, avec le mec qui joue avec lui, tu sais, où il caresse l'affiche. Qu'est-ce que il lui dit
Qu'est-ce que j'ai mis dans la bouche aussi. Ouais, ouais. Voilà, donc oui, rendez-vous est pris, Olivier. Il n'y a pas de problème et je pense qu'on prendra sûrement du monde dans notre sillage. Bon, bah c'est pas mal, ma foi. On a fait un joli tour de piste de ce qu'on avait à dire. Amir, Olivier et moi-même, Mehdi, viens, on en parle. Effectivement, le confinement pour l'instant. Attends. En attendant. Attends, très bien. Ah non, j'avais dit que j'avais une reco à faire. Ah, pardon. Moi, je pensais que ça faisait partie. Ouais, Hold Up, c'était ta reco. Ah, excuse-moi. Je m'enflamme. Non, Hold Up, Marocco, merde. Si c'est une reco, moi ça va donner envie. Hein. Bah, regarde. Non, mais après, moi je trouve ça intéressant d'un point de vue sociétal de regarder ce genre de choses. Mais ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est comme regarder un documentaire sur le jeu vidéo, tu sais, fait par des gens qui n'y connaissent rien, quoi. Voilà, c'est le même résultat. Non, bah justement, jeu vidéo, je suis le roi de la transition. En fait, je vais faire un peu de publicité à un petit artisan. Qui a un site qui s'appelle jeuxdanslaboîte.fr. Alors, quand je disais tout à l'heure en fait que Marocco allait être l'antithèse de ce que présentait Amir, on est vraiment là-dedans. Donc, il s'agit, parce que depuis tout à l'heure, ça y était derrière, de ce genre de choses. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Il y a le reflet de l'écran. Des purs anachronismes. Ah non, mais en fait, là, vous avez donc une boîte, pour ceux qui ne voient pas, de Monster Hunter World sur PlayStation, premier du nom, et à côté, une boîte Super NES de Zelda Breath of the Wild. Narmol. Alors, en fait, alors, ça n'a, je vous le dis, ça n'a rien d'officiel, hein, mais bon, c'est donc... c'est au-delà de ne pas être officiel, c'est complètement officiel. On a donc c'est donc un artiste qui fait ça et donc en gros vous lui commandez la boîte. Alors c'est fonctionnel, c'est-à-dire que si je prends par exemple la boîte Super NES, tout est prévu pour mettre ton jeu Switch. Tout est prévu pour pouvoir caler, parce qu'il y a une petite cale à l'intérieur, caler le jeu, parce que je vais essayer de bien parler, le jeu Switch dedans, donc il y a une petite cale et non mais c'est complètement le nouveau son de Mano, c'est pas ça. Complètement pas écolo, mais il fait aussi pour certains jeux, en l'occurrence celui-ci, des jolis livrets pour les nostalgiques comme moi des livrets. Ouais, c'est vraiment. Et c'est super bien fait. C'est de l'homéopathie pour toi. Quoi. Complètement, c'est complètement. Et l'anecdote veut que je l'ai reçu tout à l'heure, juste avant d'enregistrer. C'est beau. Donc j'ai dit il faut que j'en parle. C'est vrai. Je viens d'aller sur le site et je t'avoue que je suis un petit peu charmé. Tu peux redonner le nom, Olivier, du site. Jeu dans la boîte. Jeu au singulier dans la boîte tout attaché.fr. Très bien. Attends, est-ce que tu crois qu'on va réussir à voir ça? Cette sublime non, mais boîte Nintendo avec Dragon Ball Z. Il fait aussi des boîtes Super NES à taille réelle, et donc après avec des différentes licences, licences. Je le rappelle, ça n'a rien d'officiel. J'avoue, quand tu as joué au Tortue Ninja, ça te fait quand même quelque chose. ça te fait quelque chose dans le dos, quoi. Après, moi, je trouve que dans une. Alors, après, faut aimer ce genre de choses. Dans une étagère, c'est joli, quoi. Je trouve les boîtes Super NES beaucoup plus jolies que les boîtes modernes. En fait, j'aime beaucoup quand tu vois l'arborescence du site parce que tu vas sur Sony, PlayStation 5, flèche, boîtier format PS1. Le truc, tu fais what? Tu tombes là-dessus par hasard, tu fais comment? Donc voilà, il a déjà préparé la boîte pour Demon's Souls, la nouvelle version PS5. Non mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a du goût en fait, parce il choisit pas par hasard qu'il met sur les boîtes. Enfin, c'est vraiment pour. Il est malin. Moi personnellement, genre la boîte de la Game Boy avec le Batman qui va avec, tu sais, avec Michael Keaton et tout. Il y a un truc très culte plus le jeu de l'époque. Enfin, alors je vais sélectionner vos faves, donc je vais la mettre sur le live, donc celle du Batman. Et puis toi Olivier, ta fave au-delà des deux que t'as acheté ou prochain achat en prévision? Prochain achat en prévision. Là j'avais acheté ces deux-là pour voir ce que ça donnait. Je suis très content. Faudrait que je regarde. Il y a celui de Dead Cells que je trouve sympa. Ah, tu m'étonnes. Toi qui aimes bien le jeu. Je regrette qu'il fasse. Tu vois, par exemple, je lui ai demandé à un moment donné
Après, ce qui est normal aussi, il répond à une demande, hein. Mais il a pas fait Children of Morta, j'aurais bien aimé l'avoir, tu vois. Il va faire plutôt des grosses licences. Mais tu vois, par exemple, moi, alors après, encore une fois, c'est subjectif, mais je trouve que la boîte de Monster Hunter World, celle-ci, je la trouve, moi, plus sympa que la boîte... Ouais, mais tu sais que j'ai bugué quand tu m'as montré tout à l'heure. Alors voilà le Batman. Regarde Mehdi, Bayonetta. Voilà le Super Batman. NES. Et je vais mettre le Bayonetta. Et toi, Olivier, tu m'as dit Dead Cell, c'est ça? Ah ouais, Dead Cell il a quand même fait Dark Souls aussi sur Super NES. Ça fait vraiment bizarre de voir ces jeux-là. Je sais pas, c'est par rapport à notre enfance, ça doit débloquer un truc. Ah bah bien sûr, c'est complètement ma tête de pouce, hein. Quand je l'ai reçu là tout à l'heure, le truc avec le petit... Moi, le truc qui fait le plus effet chez moi, c'est le petit livret. Je l'ai feuilleté là. Je sais pertinemment qu'il va aller dans la boîte et qu'il va plus jamais ressortir de sa boîte. Mais il y a quoi dans le petit livret? Il s'est tapé toutes les pages. Ah non, mais par contre, c'est un vrai livret. Tu te dis, en fait, il y a un tuto dans le jeu, mais c'est un livret qui t'explique comment on dirige le personnage, comment faire tel type d'attaque. C'est lui qui l'a créé. Tout de A à Z, ouais. GG. Ouais. Donc, non, le mec est un vrai passionné, quoi. Jeu dans la boîte, .freux. Je mets les dernières, donc le Dead Cells et ensuite le Bayonetta. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu la belle ouvrage, comme on aime à dire. Le petit Dead Cells. Bah, c'est pas mal, c'est bien, ça met du baume au cœur, tout ça, Olivier. Bonne idée. Tout à fait. T'as bien fait de me couper alors que j'allais tout éteindre. Quitter. Le petit Dead Cells et allez, le petit Bayonetta là. Tac. Ah, il est pas mal, hein. Il est pas mal le Bayonetta. Il est pas mort. Bah, rien que le tien, le Zelda, je le trouve bien. Ah ouais, non mais moi, il est vraiment talentueux ce mec-là, hein. Franchement. Il est tout seul, hein, de ce que je sais. Peut-être que ça a changé. Comment tu l'as découvert? Parce que je suis un gros cinglé qui regarde des émissions sur YouTube de collectionneurs. Et en l'occurrence, il y en a une que j'aime bien, c'est Je viens chez toi de Bakintoy TV. Ouais, il allait chez Joueur du Grenier notamment. Et la première boîte que j'avais vue, je crois justement, c'est celle de Zelda Breath of the Wild. Vous savez mon amour pour ce jeu. Zelda. Et c'est comme ça que j'ai découvert, quoi. Le mec en a parlé, j'ai été voir, et puis j'ai mis du temps avant de commander, parce que pour être honnête, je me disais, bon, est-ce que vraiment c'est utile? Mais non, ce n'est pas utile. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, tu sais quoi, ça me fait plaisir. Allez, ça me fait vivre. Je joue, donc voilà, j'en ai commandé 2, et je sais que, mais en fait, non. Alors, il y avait le truc, je me disais, mais aussi parce que je connais mon côté, maintenant que j'ai mis le doigt dedans, il me les faut ça risque toutes. d'être compliqué pour le retirer. Ça va être ça, That's what she said. Mais oui, bien sûr. J'imagine les excuses d'Olivier. Oh, allez, je suis sûr que je lui permets de survivre au Covid en lui donnant mon argent. C'est ça, exactement. C'est le mec qui se donne une bonne conscience, tu sais. Ah là là. Mais là c'est encore plus ouf, mec, c'est quand il fait ça pour des jeux qui sont même plus en physique, quoi. Qui n'existent pas en physique du tout. C'est de leur donner une forme physique. GG. Mais il est très à jour, hein, parce qu'il y a carrément genre le dernier Spider-Man, dernier Assassin's Creed. Alors c'est marrant, c'est pas si cher. Alors je parle pas des boîtes en tant que telles, qu'à titre perso, il y a du travail indéniable, mais j'irai pas mettre ces sommes là. Mais par contre les box, les espèces de boîtes, genre j'en vois une Resident Evil, là, Umbrella Collection 9 DVD. Vu la taille et le travail sur le carton et donc la pression plus conséquente, franchement, si t'es fan de la licence et que t'as un truc comme ça, c'est pas mal du tout, quoi. Les prix, ça varie sur Super Nintendo s'il y a un livret ou pas. Mais il me semble que c'est 9 €, je crois, la boîte seule sans livret. On est sur 15 balles, je crois, à chaque fois avec la notice. 9 €, alors c'est la boîte sur PS4, on est à 12 €. Sur PS5, on est à... Ah, c'est ça, 12 €. Et pour PS4 et donc 15, oui c'est ça, et 25 si tu prends le livret, je crois, c'est ça, hein. Ah, elle est belle celle de Megaman 11. Et il fait pas de tu peux pas faire des requests, tu peux pas faire des demandes. J'ai essayé et il m'a dit non, donc je l'ai insulté.
Et je tiens à le faire publiquement maintenant. Je lui ai demandé pour Children of Morta, il m'a dit que non, c'était pas prévu. Bon, je pense qu'à mon avis, je pense que maintenant il a atteint, une notoriété. Death Stranding avec la boîte PlayStation, je t'avoue que ça me fait bizarre. Non, mais soyez sérieux, les gars, demandez des vrais jeux, quoi. Ouais, arrête. Bon. Un petit Suikoden. Devil May Cry, il y a Devil May Cry, putain. Mais non. Bien sûr, c'est putain, Instabuy, quoi. C'est fini. Bon, bah c'est pas mal, c'est une jolie manière de finir avec un truc ni politisé, ni déprimant. Voilà, en tout cas, si vous avez les moyens de vous faire plaisir, on vous le souhaite. Et si ça vous fait du bien, cette fois-ci, je parle sous le contrôle d'Olivier et d'Amir. Je pense qu'on a fait le tour. Amir, pas de recommandations Une reco que j'ai fait, que j'ai déjà faite, mais je la refais par rapport au Covid, c'est le podcast La méthode scientifique. Voilà. Pour moi, c'est le seul truc fiable pour savoir, pour en apprendre concrètement sur. Mais n'importe quoi, il est payé par le gouvernement, qu'est-ce que tu racontes? C'est un des rares trucs où il y a une certaine forme de neutralité et c'est assez professionnel. Ah, neutralité, je sais pas, mais en tout cas, oui, effectivement, si tu dis, non, mais si tu dis que c'est pro et tout ça, ouais. Tu te remets en question, c'est déjà le premier step. Après, on verra. Ah oui, voilà. Raoul, il nous l'a cassé, là, notre Amir. T'as vu comment il nous le fait bader et tout? C'est bon, si tu te remets en question. Il prend cher en ce moment. Il a cherché, hein. C'est bon, il y a un moment, faut arrêter, quoi. Donc, la méthode scientifique sur France Culture, recommandée par Amir. En plus, vous retrouverez... Apple Podcast, tous les podcasts sur toutes les plateformes. Ouais, voilà, ça y est, vous aurez pas trop de soucis. Et je vous mets le petit visuel qui va bien parce qu'en plus, il est rigolo. Il y a un petit singe diplômé. Voilà. Ça parle pas que du Covid, hein. Ça non, parle de tout, mais il y a un journal au début de l'émission, de chaque épisode. Donc ça suit en même temps beaucoup le Covid parce que c'est évidemment un sujet d'actualité. Avec Nicolas Martin de France Culture. Et on vous attend à France Culture, France Inter pour que vous parliez de nous là. Parce que ça va, 2 secondes. On parle tout le temps de vous. Merde, invitez-nous. Faites chier. Bon, non mais blague à part, je fais un coucou et des bises à Olivier Bénis qui se lève tous les matins aux aurores pour faire des lives sur des jeux et qui a pas assez de vues comme nous, il n'y a pas assez de vues. Voilà, donc abonnez-vous, envoyez la moula sur le Patreon, kiffez-nous, adulez-nous, faites tout le contraire de ce qu'on a dit juste avant et blague à part, faites bien gaffe à vous, cœur sur vos maisons et sur vous et on vous dit bah à bientôt pour un petit live sauvage comme ça du confinement. Ciao ciao. Ciao.